Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Dark Thierry, le podcast de la gauche du futur. Si, c'est nous. Parce que pour ce 10e épisode, oui, déjà 10 épisodes les amis, on n'a pas encore parlé des riches et à un moment il faut regarder ça de plus près. Non, nous aussi, nous n'aimons pas les riches, tel un François Hollande survolté en plein meeting avant de se souvenir qu'il a un resto avec la moitié du CAC 40. Mais pourquoi tant de détestation, pourquoi tant de haine? Après tout, des gens comme Jeff Bezos ou Bernard Arnault ou Jack Ma ne m'ont rien fait moi, à titre individuel. J'ai bien assez de soucis comme ça à la fin. Alors pourquoi scruter le milliardaire en le soupçonnant du pire? Peut-être parce que précisément, il est capable du pire, et nous partirons du postulat qu'il est impossible d'être riche à ce point sans prendre l'argent quelque part. Il se trouve que c'est dans nos poches et dans notre travail. S'il y a des pauvres, ce n'est pas en dépit du fait qu'il y a des riches. S'il y a des pauvres, c'est à cause des riches. Pour le prouver, mes vaillants matérialistes Gwen, Bonjour. Florent, Bonjour. Philippe, Salut. et encore un invité de qualité, le stagirite en personne, Salut. que nous accueillons pour la première fois parmi nous. Nous sommes honorés de sa présence. Tu es le plus, nous en discutions avant l'émission, tu es le plus ancien, techniquement parlant, youtubeur de gauche. Oui, En c'est date. ça. C'est ça. Donc, tu avais commencé avant que Usul fasse de la politique, en fait. En fait, oui, il y a quelques jours, quelques semaines près, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, parce que Peut-être Usul, il a commencé à faire de la politique. Non, je plaisante. Non, mais oui, peut-être que ça, à un moment donné, peut-être qu'il y en aurait un qui aurait dû s'abstenir et peut-être un sagirite plus continuer. Mais bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ensemble, nous allons donc tous non seulement détester les riches, mais surtout vous expliquer en quoi c'est nécessaire de le faire. Allez, on commence avec le stagirite. Mais oui, c'est ça. Alors, moi, je vais vous donner une raison supplémentaire de détester les riches. De toute façon, on va passer notre temps à faire ça, hein, mais Bien je vais vous en sûr. donner une pas mal. C'est que les riches nous rendent de droite, figurez-vous. Donc, votre haine des riches est juste et bonne. Mais d'abord, que feriez-vous si vous gagniez 10 millions d'euros au loto? Ça, c'est la vraie question. Je paierai mes impôts. ben, c'est très bien, Qu'est-ce ouais. que on peut répondre? Qu'est-ce que je ferais? Bah, C'est parce que je me suis déjà posé ouais. ce genre de questions. Et ouais. C'est, Et alors alors moi j'arrête Tu de veux dire travailler. après la j'arrête grosse de travailler. cuite? Voilà, après la grosse cuite et les vacances pendant 3 mois à Ibiza. Alors moi, déjà, j'arrête de travailler, évidemment. Ça, c'est bon, premier truc, comme tout le monde, je crois. Et ensuite, bon, une fois que je me suis acheté une maison, une fois que je me suis acheté une grosse montre, une fois que j'ai fait ce genre des bêtises, je finance des caisses de grève. Je crée en fait une holding défiscalisée pour financer des caisses de grève. Parce qu'en Ok, plus, donc comme ça, c'est ce sera défiscalisé. Et tout l'argent qui me c'est revient défiscalisé est réinjecté dans des caisses de grève. ouais, c'est ça. Moi aussi, on pourrait penser par exemple à faire don de l'ensemble à une organisation trotskiste pour hâter l'avènement de la révolution. Non, ils Non, en ça feraient marche rien, Non, pas, crois-moi. non. Il y en Ils a en qui ont feraient... essayé, ça a pas trop fonctionné. Non, crois-moi, ils en feraient rien. Crois-moi. 10 millions en tract, c'est un peu gâché quand même. N'épiloguons pas, mais non, ils sauront pas quoi faire. Ok. Alors autre solution, vous sautez dans votre jet privé pour rejoindre votre gigantesque villa secondaire que vous venez d'acheter sur les hauteurs de Los Angeles avec sa piscine remplie de biatch façon clip de rap West Coast. Intéressant. Ah là, bizarrement, ça la ramène pas. Non, mais nous, ça la ramène pas parce que nous, on n'est pas dans ce genre de vulgarité. Enfin, la piscine de rap West Je Coast suis avec. plutôt East Coast, ouais. Ouais, déjà, et puis. Non, enfin, c'est comme les gens qui s'achètent des Ferrari dès qu'ils gagnent au loto et qui crachent dans un platane le soir même. Enfin, non. Donc, non. Ok, Voilà, alors non. vous êtes peut-être dans la troisième solution. Vous vous contentez de quelques voyages, quelques bonnes bouffes, une voiture neuve, de meilleurs équipements pour votre maison, que vous avez aussi fait rénover. Et c'est tout. Oui. Parce que si vous adoptez cette dernière attitude, en réalité vous faites comme la majorité des gagnants au loto. Dans l'ensemble, ils font quelques folies, réalisent des rêves de gosse, font des investissements peu risqués, quelques dons caritatifs, préparent évidemment la transmission aux enfants, mais ne révolutionnent pas leur existence. C'est ce que montre le bouquin de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, Les millionnaires de la chance, là, de 2010. Ils expliquent qu'en général, il y a une mise en cohérence entre l'identité sociale d'avant et la vie de riche.
En fait, on conserve ses valeurs et ses désirs. Bon, évidemment, on a un sacré magot pour les réaliser, mais grosso modo, il y a une continuité. Bah, j'avoue, quand tu as dit la somme, moi, mon premier réflexe, et je me suis déjà posé la question des fois en entendant parler de gain du loto, mon premier réflexe, ça a été de sortir ma calculette et de faire une division, et de voir qu'avec cette somme-là, avec mes dépenses actuelles, je peux vivre 833 ans. Tu es Highlander. Avec cette somme, je suis Highlander. Mais c'est clair, moi, quand je m'étais posé la question une fois aussi, et tout de suite, mon réflexe, c'était de dire, bon, combien je me fais en rente mensuelle, et après le reste on verra, tu vois. Mais en mode un truc normal, et puis le reste on verra. Ouais, en fait, la plupart du temps, ils n'achètent pas grand chose, ils ne font qu'investir dans des investissements à la con mais pas risqués, et en fait ils jouissent de la rente. Ouais, voilà. Bah, ça, je crois que c'est un truc qui dépend étroitement en fait de la nature de tes rêves sociaux. Mais tu vas peut-être y venir. Pardon. Non, vas-y. Mais tu vas peut-être y venir, ça j'irrite dans la suite. J'ai eu un copain qui lui avait déjà eu une réponse à cette question-là. Dire passer la fiesta et tout. Acheter un immeuble à Neuilly. Un investissement pas risqué. Acheter un immeuble à Neuilly, le louer à très bas prix à des immigrés tout juste régularisés, faire chuter le prix des immeubles à côté, racheter les immeubles à côté, répéter l'opération. De la dégentrification. Ouais. De l'entrisme prolo. Parce qu'il n'y a que quand tu es multimillionnaire que tu peux vraiment te permettre de la haine de classe efficace. Ouais. Tu vois ? Mais ouais, donc c'est ça. Mais en tout cas, dans l'ensemble, les grands gagnants se passent de travailler. Ça, évidemment, ils arrêtent. Sauf ceux qui aimaient bien leur travail, c'est-à-dire pas beaucoup. Et en fait, ils disent tous leur jouissance de pouvoir tout payer cash, ça donne un certain pouvoir. Et en tout cas, ils disent tous être heureux de pouvoir se mettre à l'abri du besoin. Et se mettre à l'abri du besoin, c'est ça qui va nous intéresser là dans cette chronique. Parce que revenons à nos riches là, mais nos vrais riches en quelque sorte. Ceux qui vivent dans la fortune depuis tout petit, des héritiers, des rentiers, enfin ceux dont on va parler quoi. Les gens destinés à travailler dans la haute finance ou à devenir top manager ou même à rien foutre du tout. Parce que eux non seulement donc les vrais riches en quelque sorte, ils captent les flux de richesse et accumulent du patrimoine, mais tout cela représente surtout du pouvoir économique et politique. Hein. Le problème de la richesse, c'est surtout le problème du pouvoir. Alors qu'en face, nous, les connards, quoi, pour nous, la précarité augmente et la crainte du déclassement finit par gagner presque toutes les couches sociales. Ça, en fait, c'est ce que montrent des sondages sur la croyance dans la possibilité d'être touché par l'exclusion. On voit que plus on progresse dans le temps et plus ça monte dans l'échelle, dans la hiérarchie sociale, c'est que tout le monde finit par se persuader que ça peut un jour lui arriver de chuter, de devenir pauvre ou je ne sais quoi. Quand bien même c'est très peu probable. Et alors c'est dans cette perspective que toute incertitude comme une perte d'emploi par exemple est interprétée comme une menace, voire le signe que la chute est déjà commencée. Et donc j'en viens à ce livre de Patrick Savidan, Voulons-nous l'égalité, Voulons-nous vraiment l'égalité, je crois de 2015. C'est un livre c'est un livre de philosophie, on va dire, de philosophie politique, qui veut comprendre un paradoxe qui est le suivant. Les inégalités augmentent objectivement, donc ça d'accord. Subjectivement, nous le déplorons. En fait, toutes les enquêtes montrent que la majorité des gens déplorent les inégalités, mais, et voilà le paradoxe, cela ne se traduit pas dans nos décisions politiques. Concrètement, nous votons à droite et il n'y a rien à faire, les gens votent à droite. Donc la question est de savoir ou pourquoi le plus grand nombre continue de soutenir des régimes qui favorisent les préférences des mieux lotis. Et ça, c'est un paradoxe. Et je ne vais pas vous passer tout le bouquin de Savidan, mais grosso modo, il passe en revue différentes raisons, celles qu'on avance très souvent, et il les écarte, ou en tout cas les minore, donc des facteurs du genre la bourgeoisie contrôle le législateur, donc on s'en fout de ce que dit le peuple, ça passe en force. Ça il dit évidemment ça existe, mais il le minore. L'autre facteur, c'est par exemple les puissants influencent les masses par des moyens de propagande, c'est-à-dire qu'on est manipulé, on n'a pas des vrais désirs. Et lui, ce qu'il propose, Savidan, c'est de prendre au sérieux le contexte démocratique, c'est-à-dire le fait que les gens votent en ayant à peu près bien compris la situation. Et il veut comprendre que le plus grand nombre choisit l'inégalité en pleine connaissance de cause, alors même qu'il préfère l'égalité. Et donc la question est de savoir pourquoi, comment ça se passe en fait. Pourquoi on en vient en pleine connaissance de cause à voter
pour l'inégalité, alors même qu'on déclare vouloir une situation plus égale. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est encore la faute des riches, en quelque sorte. Je vous propose de décomposer rapidement le raisonnement de Savidan, parce qu'il est assez rigolo, en fait. Moi, je trouve ça assez éclairant. Alors, donc, pour lui, le problème se situe dans la manière dont on voit les riches et ce qu'on aime chez les riches. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour lui, le problème n'est pas tant de savoir s'il faut ou non envier la vie des riches, que de savoir ce que précisément nous envions dans la vie des riches. Or, ce que nous désirons dans la vie des riches, c'est pas tant le contenu précis de leur existence, les possessions, les habitudes, les maisons, les hôtels, les voyages, etc., que la forme de leur existence. C'est ça la différence, le contenu de leur existence, la forme de leur existence. Et la forme de leur existence, c'est celle d'une vie libérée de l'incertitude, à l'abri du besoin. Alors, je vous donne une petite citation, là, pour faire un peu sérieux. Voilà ce que dit Bidule, là, Patrick Savidan, pardon. Demandons-nous si l'opulence qu'affiche une haute bourgeoisie décomplexée n'est pas désirable et massivement désirée pour des raisons qui n'ont pas tant à voir avec les biens auxquels elle accède qu'avec l'assurance qu'elle a de pouvoir y accéder quand elle le souhaite. N'est-ce pas cette aisance-là qui fait envie ? Une aisance qui se manifeste dans la certitude, la maîtrise des risques, le sentiment d'avoir non seulement un mode de vie source de satisfaction, mais un mode de vie protégé au mieux de l'arbitraire, de l'incertitude. Donc, tout le bouquin de Savidan est fondé sur l'idée, vous voyez, que ce qui est désiré chez les riches, là, chez les people ou chez les grands bourgeois, c'est en fait leur situation de rupture avec la société du risque. Ils se sont soustraits à la tyrannie de l'incertitude. Ouais. De sorte que leur quotidien n'est plus tissé d'une somme de tracas, il n'y a plus à acheter à crédit. Moins de charge mentale, hein, c'est clair. Ouais, voilà, il n'y a pas une simple panne de voiture vous met pas immédiatement en galère. C'est pas tout s'effondre pas parce que la machine à laver tombe en panne ou des trucs comme ça. Ou même des trucs plus simples encore, je pense. Tu vois, c'est con, mais par exemple, il y a les problèmes d'organisation du quotidien, même quand c'est pas de la galère, ils n'existent plus, puisque en gros, il y a toujours un moyen de s'en sortir en payant quelqu'un. Tu sais, je prends l'exemple de pour se déplacer, tu t'emmerdes pas, tu sais pas, tu machin, t'appelles un taxi. Tu te poses pas la question de combien ça te coûte, de machin. Ça te coûte 300 balles pour faire 10 bornes, c'est pas grave. Voilà. C'est ça, quoi. La définition du pauvre, ça pourrait être le mec qui doit tout faire tout seul, en fait. Oui, qui peut pas déléguer. Quand t'es pauvre, tu peux pas déléguer, t'es obligé. Sauf à ta femme, mais on rentre dans un autre débat. Sauf à ta femme. Et quand t'es une femme pauvre, là, tu peux vraiment pas à personne. Là, non, mais c'est vrai. T'es bien dans le caca, là. Et donc, c'est ça qui est désiré. En fait, il suppose que anthropologiquement, en fait, c'est pas le bling-bling qu'on désire dans la vie des riches, mais c'est le fait de s'être soustrait à l'incertitude, au risque, enfin, de s'être mis à l'abri du besoin. Et alors voilà le problème. Mais voilà le problème, c'est que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si c'était juste ça. Mais le problème que posent les riches, montre Savidan, c'est le fait que notre désir de leur forme d'existence s'accompagne de la croyance que cette forme d'existence ne peut s'obtenir que par le moyen par lequel eux l'ont obtenu, c'est-à-dire l'exploitation, la domination, l'égoïsme, le contrôle du législateur, etc. Et pourtant, en fait, nous le savons, puisque l'histoire nous le montre, et c'est encore présent, nous avons mis en place des institutions capables de mettre le plus grand nombre à l'abri du besoin, par la loi, par la solidarité publique, quel que soit le nom qu'on donne, l'État social, la sécurité sociale, enfin toutes les institutions chargées de répartir la richesse et les risques, quoi. Donc ça, nous les avons. Mais en voyant le spectacle des riches, et uniquement ce spectacle des riches qui, eux, obtiennent leur situation de sécurité par la domination d'autrui, nous en venons à nous persuader que on ne peut obtenir la sécurité, en fait, qu'aux dépens des autres. Et d'un point de vue politique, en fait, c'est là où il faudrait réussir à enfoncer un coin, en fait, pour en fait se défaire de la croyance que la liberté ne s'obtient qu'au prix de la domination, et qu'on ne peut vivre une vie délivrée du besoin que si on fait peser ce fardeau sur le plus grand nombre. C'est ce qu'on disait, quand on a un problème, on va employer quelqu'un, etc. Oui, on délègue. C'est ça. Alors, nouvelle citation, là, pour faire très très bien. Dans un contexte fortement individualisé, dit Savidan, marqué par le sentiment d'une certaine impuissance sociale et économique des gouvernements,
sans configuration collective politique du temps, s'impose la conviction que, pour ne pas subir l'arbitraire, il faut l'externaliser. Pour ne pas être dominé, il faut détenir les leviers de la domination. Ainsi se généralise le sens de l'oligarchie. Ainsi se démocratise ou se diffuse la tentation oligarchique. Il faut donc, et j'en conclue par là, éliminer les riches. Très simple. Non seulement parce qu'ils œuvrent activement à la destruction des institutions sociales, c'est ce qu'ils font à longueur de journée politiquement, mais aussi il faut s'en débarrasser parce que le spectacle de leur existence, par le spectacle de leur existence, ils font croire qu'on ne peut être heureux qu'à la condition d'empoisonner la vie des autres, qu'on ne peut être heureux qu'au prix du malheur des autres. Et donc ce spectacle encourage les préférences pour les forces politiques qui perpétuent les inégalités. Donc le spectacle des riches nous rend de droite. Voilà. Même très de droite. Je voudrais faire peut-être une sorte d'exploration un peu nuancée des rêves de richesse en fonction des classes sociales. Parce que l'exemple nous montre que c'est pas les mêmes. Peut-être que sans doute que chez les prolos, alors j'ai pas lu le livre dont tu parles de Pinson-Charlot, des Pinson-Charlot, mais il me semble que c'est des rêves. Les prolos rêvent de sécurité, en fait. Le prolo de base, lui, rêve de. Voilà, il est défait de l'incertitude du présent et du futur, il sécurise son avenir et celui de ses enfants, etc. etc. Alors que le lumpen, visiblement, quand il gagne énormément d'argent, ça se voit avec les footballeurs et les boxeurs. Alors là, lui, non. Hein, là, il est dans l'ultra bling-bling, ultra caricatural. C'est Gucci et Rolex à fond. Hein. Ça, c'est très particulier, je pense, parce que c'est vraiment des gens qui deviennent des stars du sport ou de la chanson, par exemple. Comment dirais-je... Et je suis pas d'accord avec toi, Thierry, aussi. C'est extrêmement rare, parce que la question est de savoir, par exemple, pour ceux qui... C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des univers qui te poussent de toute façon à vivre de telle manière. Mais les prolos, vraiment le sous-prolétariat, on va dire, qui gagnent au loto, là, que décrivent un peu les Pinson-Charlot, parce qu'il y en a certains il y a des techniciens de surface, par exemple. En fait, eux, ils ont... il n'y a pas vraiment de différence entre un prolétariat et un sous-prolétariat. Il y a une petite différence avec des classes aisées qui gagnent au loto, qui, eux, ont, par exemple, plus de connaissances dans la manière de gérer leur argent. Mais sinon, les placements et tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, là, il y a vraiment continuité, quoi, entre la vie d'avant et la vie d'après. Enfin, une continuité au sens où ça devient une loupe grossissante. D'un seul coup, tu peux réaliser tes passions, quoi. Mais on est vraiment très loin du bling-bling. Et puis même les bling, même les mecs qui sont en mode bling-bling, je pense à pas mal de footeux ou rappeurs, etc. En fait, les mecs, bon, tu vois, effectivement, il y a les signes extérieurs de bling-bling, mais ils ont aussi tous fait un truc, c'est qu'ils ont tous acheté une maison à leur maman. Ouais. Tous. Oui, j'y et ça pensais. A été le premier truc, tu vois. Et quand dans des interviews et tout, ça ressort tout le temps, c'est j'ai acheté une maison ou un appart pour mes vieux qui sont prolos, machin, pour qu'ils sortent de leur cité, qu'ils soient tranquilles. Et je me suis acheté une maison et j'ai sécurisé un truc de capital et voilà. Et ceux qui ne le font pas à côté du bling bling sont au final assez rares. Ouais, ils envoient de l'argent au bled ou des trucs comme ça. Enfin, c'est pour leur famille, leur famille en profite. Le cercle élargi en profite. Famille, amis, proches, etc., etc. Mais avec un truc de sécurité quand même, tu vois. Malgré tout, tu vois, des histoires de maison, de tranquillité, de machin. Donc en fait, ce que Fabrice nous dit, c'est que notre horizon est borné. En fait, l'horizon mental est borné par l'existence même des riches. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un truc qui est assez terrifiant d'ailleurs. T'as voulu le déprimer le dimanche matin, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il donne le mauvais exemple parce que il donne il montre, il prétend démontrer que en fait, cette vie sécurisée, mise hors du besoin, ne peut s'obtenir qu'aux dépens des autres, quoi. Alors que nous, en quelque sorte, ce qu'on cherche à construire par des institutions sociales qui organisent la solidarité publique à grande échelle, c'est que on peut penser une sortie de la misère, en fait, qui se fait en mutualisant, en fait, qui profite à tout le monde, et non pas qui se fait aux dépens des autres. Ça y est, là, t'as dit les gros mots, là. Il commence à parler de politique et tout ça, là. Wow. Je t'arrête tout de suite, mon ami. On vit dans le néolibéralisme, là. Mais justement, je pense qu'il y a un truc... tu parles des deux... du mauvais exemple qui nous ferait croire que la seule manière d'avoir une vie correcte,
serait de marcher sur la tête des copains. Et de l'autre côté, justement, les attaques des riches contre la sécu, contre la solidarité en général, contre les protections que tu peux avoir en tant que prolo, c'est un moyen de rendre le monde réel conforme à cet exemple. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il ne soit pas possible de faire autrement qu'en marchant sur la tête du voisin. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que quand tu es riche, tu peux borner l'horizon des autres et fabriquer la réalité. Parce que c'est ça, tu fabriques la réalité des gens qui sont sous toi. Tu peux fabriquer ta propre réalité. Parce que quelqu'un comme... Alors je pense à quelqu'un comme Peter Thiel, par exemple. Peter Thiel, le libertarien qui est un pote d'Elon Musk. Bah, ils avaient fait PayPal et... Ouais, là, c'est ça qui avait fait PayPal. Et qui, lui, qui est un libertarien d'extrême droite complètement taré, et qui croit à l'immortalité. Alors, il veut aller sur Mars, et il pense que la mort, c'est une convention sociale. Ah oui. Et que, en travaillant efficacement et avec la technologie, on va s'assurer d'être immortel. Enfin, lui. Ouais. Lui, d'abord, lui. Mais donc pour vous dire que là, on est à un point de... désolé Peter Thiel, mais t'es à un point de déréalité totale. Et si tu nous écoutes... il a atteint l'universalité du concept. Voilà, il a atteint l'universalité du concept. Alors, ouais, la blague qui fait rire 3 personnes. Donc c'est le truc, on sort la même blague depuis 10 ans, en fait. Et ça fait rire que nous. Bon, bref. Et que non, Peter Thiel, un jour tu seras rattrapé par la finitude de ta biologie. Mais c'est pour dire que le mec il peut se permettre de vivre dans une réalité parallèle et d'affirmer ce genre d'énormité, et des gens lui disent ah ouais cool, c'est peut-être intéressant, alors que n'importe quel clodo complètement défoncé à la 8-6 te sort que l'immortalité est une convention sociale. Tu lui non mais mon pauvre, oh là là, le pauvre, ça fait pitié. Ça fait pitié. Oh, le pauvre, mon Dieu, il est tellement parti loin de nous. HVLO, il souffre. C'est pas impossible qu'il y ait des gens qui soient soignés en psychiatrie pour ce genre de propos. Mais bien sûr. Alors que non, Peter Thiel, lui, il peut le dire. Il peut même essayer de le faire. Mais qu'il le fasse. Mais moi, je suis pour. Cryogénisons les riches. Maintenant. Faisons-le. Écoutez, moi, je suis même chaud pour qu'on les envoie sur Mars. Pas de problème. Mais grave. Ils veulent tous aller sur Mars, mais allez-y les mecs, on vous colle dans une fusée, boum, c'est parti, allez ciao, vous nous racontez. Comment ça se passe ? Les mecs tiendront... Enfin, l'espérance de vie de Elon Musk sur Mars étant d'environ 8 secondes, peut-être. Alors ça, c'est en faisant l'hypothèse qu'il est vraiment humain, ce dont on n'a pas de preuve. Ouais, ce dont on n'a pas de preuve, mais l'hypothèse où ils sont vraiment humains, son espérance de vie... Et étant de 8 secondes, peut-être que dans ces 8 interminables secondes, il se dira que finalement, il se rabaisse au statut du commun et qu'il est finalement comme les autres et qu'il va mourir comme un con. Voilà, comme dans cette fameuse scène de Total Recall. Quelle scène de Total Recall ? C'est loin, celle où il y a un mec qui se retrouve dépressurisé à la surface de Mars. C'est Schwarzenegger qui se retrouve dépressurisé, puis bon, c'est un peu mal vieilli la scène parce que t'as les yeux qui gonflent et tout. Ça vous dit rien, ça ? Ah si, il y en a eu un même après avec les yeux qui gonflent et tout. Ouais. Mais c'est un bon film d'ailleurs. Mais oui, c'est un bon film, Total Recall. C'est Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, c'est toujours des bons films. Parenthèse, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven aura toujours mon admiration inconditionnelle pour avoir réussi à persuader des producteurs américains de lui filer $100 millions et de réaliser avec un film qui montre que les États-Unis sont un pays fasciste. Ça, pour Starship Troopers, grand film, chef-d'œuvre. Fin de la parenthèse Paul Verhoeven. Ce qui va nous permettre de passer pas du tout de façon introduite, rien à voir. Bah si, attends, ma chronique, elle est dans la continuité, on parle du fait qu'il se barre sur Mars. Ayn Rand, ouais, c'est vrai. Peter Thiel, tout est dans tout, l'universalité du concept. C'est ça. Waouh, c'est le cerveau. On est en gros cerveau cosmique ce matin, les amis. Allez, tout à fait. Mais non, mais parce que, franchement, les mecs, là, depuis le début, je nous trouve un peu dur avec les riches quand même. Parce que, bon, effectivement, ils ont plein de choses qu'on n'a pas, ils nous emmerdent, ils veulent payer des Bulgares moins que des Chinois, moins que des Indonésiens, moins que nous, et se sentir au-dessus des lois, tout ça. Mais franchement, imagine, ils s'en vont vraiment sur Mars, comme ça, là. Paf, un jour, Elon Musk, il lance sa fusée yacht spatiale de luxe, et paf, plus de riches, fini.
plus personne, finito. On se lève et Elon Musk, Bernard Arnault, les frères Koch, Bill Gates, Mohamed Ben Salman, je sais pas encore qui, ils sont plus là. Pouf, ils sont partis genre sur un yacht spatial à rien foutre. Vous imaginez un peu le désastre? Enfin, j'imagine que sur un yacht spatial, ce serait différent que sur un yacht normal, du coup, puisque là, on ne voit pas la diff. Mais... Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve ça un peu angoissant quand même. Hein. La dernière fois qu'on n'a pas vu Vincent Lagardère au bureau pendant une semaine, bah poulala. Oh putain. Oh là là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais poulala. Quelle angoisse. Enfin bon. Arnaud Lagardère plutôt, non? Ou Vincent Bolloré, ou les deux. Ouais, pareil. Je sais plus, honnêtement. Je sais plus. Ils ont fusionné à force. Ils sont interchangeables. C'est Lagardère. Moi, je pensais à Lagardère parce que Bolloré, on voit quand il est au bureau ou pas. Enfin, en tout cas, c'est vrai. Ça se voit à la télé, quoi. Mais, mais franchement, heureusement qu'on a les riches. Heureusement qu'on a les riches. Attends, qui ferait fonctionner les trucs essentiels s'ils étaient pas là? Genre la bouffe, ou les hôpitaux, ou les écoles. Attends, vous êtes ouf, on s'en sortira jamais. Attends, non, c'est pas les bons exemples. Non, j'en trouve la fameuse école de Xavier Niel. Oui. Enfin, on n'entend plus parler d'ailleurs de l'école 42. Ah, si, il y a plein d'informaticiens libertariens sous-diplômés qui en sortent. C'est génial. Non, mais c'était pas les meilleurs exemples. Je suis désolé. Ils se retrouvent tous sur Twitter avec des œufs, ils sont tous finis à la pisse, c'est complètement débile. Bah en fait c'est une extension IRL du forum de JVC, hein, l'école de Xavier Niel, donc voilà. Oh putain, quelle angoisse. Oh putain, bah... Non, mais je vais essayer de prendre un meilleur exemple, parce que franchement il faut que je vous convainque qu'on a besoin qu'il soit là. Vous vous rappelez quand le moustachu, là, l'ancien patron de Total, il s'est crashé avec son avion? Ah oui, petit ange parti petit ange, ouais. Ou le fils de Dassault là en hélicoptère il y a pas très longtemps parce qu'il voulait le pas mec voulait salir éviter ses une flaque, godasses. L'accident bête, vous voyez. Voilà. Bon, bah vous avez vu la crise, mais de ouf dans les boîtes après, là, les actions qu'on dévissé, les licenciements, la pénurie des... Putain, ça marche pas non plus, ça me fait chier. Non, je vais vraiment vous trouver un exemple, hein, je vous garantis. Non, mais parce que les riches, tiens, voilà, ça j'en ai un qui est bon là. S'ils disparaissent, qui prêtera de l'argent à l'État pour financer vos services publics de pauvres là, hein, en faisant de la dette, hein, vous voyez bien, sont indispensables. Comment te Non, dire? Toujours pas. Ah oui, c'est vrai, c'est la BCE qui prête. Oh putain. Bon, je sèche un peu, j'avoue. Mais n'empêche, ça me fait quand même flipper. Parce que sans les riches, tiens, sans Bolloré, on en parlait tout à l'heure, c'est sûr et certain, on n'aurait plus de chaîne de télé de droite, par exemple. On n'aurait plus que France Inter et France 2, ça c'est l'angoisse. Ah non, je m'en. Non, moi là je m'en vais. Ça suffit. Non, on n'aurait plus que France Inter, ouais, France Culture. Ah, non. Je t'arrête tout de suite, on va se calmer. C'est comme si tu nous disais. Et là, la presse de droite disparaît, on n'a plus que les Inrock. Non, c'est moi qui me barre sur Mars, là, tout de suite. Voilà, c'est bon. Voilà. Une interview fascinante de Paul Preciado qui... Ah, ta gueule. Ah, non. Ah, putain. Oh là là. Ouais, et puis s'il n'y avait pas de riches, il n'y aurait pas les dîners de Chalençon et on pourrait pas se marrer. Donc ça, non plus. La psychanalyse et le colonialisme. Une forme de néonazisme. Hein, quoi? Quoi? Oh là là. Non. Les Inrock, quoi. Quand on sera au pouvoir, les Inrock seront interdits. Faut pas le dire. Mais ce sera interdit. C'est pas une chose qui sera interdite. Ce sera pas le premier truc à être interdit, mais ce sera interdit. Bah, l'avantage, c'est que le jour où Bolloré sera sur Mars, on se tapera peut-être plus Éric Zemmour tout le temps à la télé, quoi. Mais à part ça, ni à nous. On l'enverra aussi sur Mars. Oui, on fait un paquet. Tout le monde sur Mars. C'est ça. Il trouvera qu'il y a trop de Martiens qui sont envahis par les Martiens. Mais non, justement, il va pas comprendre. C'est les Martiens qui vont dire on en a marre du grand remplacement. Le grand remplacement. C'est quoi ces mecs? Dehors, les terriens, on est chez nous. Les migrants cosmiques, barrez-vous. Et voilà. Donc, non, je vous aurais pas convaincu. Hein, non. Moyen. J'ai essayé pourtant. J'ai cherché et tout. Ah, mais qu'ils y aillent, hein. Enfin, j'avoue que l'argument qu'il reste plus que France Inter et France 2, là, ça m'a presque fait vaciller, quand même. J'avoue que... Ouais, c'est un peu rude, mais... Voilà, c'est vrai que... Bon. Finalement, c'est la même chose qu'Europe 1, mais avec un peu de pub en moins, quoi. Mais... Et oui. Non. Donc voilà, Gwen, tu n'as pas réussi à nous convaincre. Mais ça, c'est une vraie question. C'est toujours la même question. Les riches qui créent leur propre réalité et qui font croire qu'ils seront indispensables. C'est pour ça qu'en fait, l'articulation rhétorique totalement indispensable de ça, c'est le ruissellement.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on démonte le ruissellement, que plus les riches sont là et que ça va ruisseler tout en bas et que tout le monde va en profiter. Moi, c'est même pas que le ruissellement qu'il faut démonter, je pense. C'est l'idée, un peu plus abstraite peut-être, que les flux économiques se déroulent de manière qui serait naturelle et sans intervention humaine consciente. Parce que, pourquoi ça ruisselle pas ? Ça ruisselle pas parce que, en conscience, de manière délibérée, les gens qui captent du capital et de la richesse et du pouvoir utilisent ce capital, cette richesse et son pouvoir pour qu'ils ne bénéficient pas à la société dans son ensemble, mais seulement à eux. Et c'est une action volontaire, délibérée, consciente. Bien sûr. Et c'est les flux de capitaux, les flux monétaires, les flux économiques, c'est pas des trucs qui se passent tout seuls sans que les humains y fassent des choses. Et je pense que ça, c'est peut-être encore plus fondamental en fait dans cette histoire de ruissellement. C'est que l'eau, ça ruisselle parce que c'est attiré par la gravité vers le bas. L'argent, il n'est pas attiré, il va là où les humains lui disent le font aller. L'argent va vers le haut. De fait, parce que la société est organisée d'une manière qui fait que les acteurs l'envoient vers le haut de manière délibérée. Oui. Que ce soit par des montages institutionnels ou par des actions individuelles, mais il ne va pas retomber tout seul. Il n'y a pas de gravité de l'argent, quoi. Non, mais c'est pour ça que cette idée est totalement ridicule. C'est-à-dire que... alors, moi, je n'ai pas lu Ayn Rand. Enfin, j'ai lu que des passages, etc. Mais je pense que c'est un truc qui est totalement explicité dans La Grève. Bon, j'ai lu des extraits où c'est le point théorique du truc qui est la seule articulation théorique, à ma connaissance, de ce genre de choses. Parce que la théorie néolibérale, intellectuellement, c'est quand même extrêmement pauvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton travail d'intellectuel de droite, ça consiste à justifier la domination des riches, parce qu'un intellectuel de droite, au final, ça ne sert qu'à ça. Ça sert à rien d'autre, ça pense à rien d'autre. Sa fonction d'un intellectuel de droite, c'est justifier que les riches sont riches. Punto. Donc, oui, mais en termes d'articulation... L'intellectuel organique de la classe dominante. Mais à part... moi, c'est un truc qui m'a toujours frappé quand je traînais surtout sur... parce qu'à un moment donné, quand j'étais jeune et fou, je traînais sur libéraux.org, mais ça fait longtemps que je suis pas allé... Je sais même plus si ça existe encore. Oh mon Dieu. Pour voir les théories libertariennes. Et un truc qui m'a extrêmement frappé, c'est la pauvreté conceptuelle du truc. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ayn Rand... c'est vide. Ayn Rand qui est l'alma mater du pinacle intellectuel de la référence de tous ces gars-là, c'est nul. Ça ne vaut pas, intellectuellement, ça ne vaut pas un cachou. C'est du vide. En fait, Ayn Rand, c'est du darwinisme social du 19e siècle avec des entrepreneurs dans le chemin de fer, mais c'est tout. En même temps, il faut se rappeler que biographiquement, Ayn Rand, elle est devenue libertarienne de droite parce que c'était une fille de riche qui a fui la révolution soviétique et que, en gros, toute son œuvre n'est qu'une espèce de digestion du traumatisme d'avoir dû se casser, en fait. C'est comme ces exilés cubains qui disent le castrisme nous a tout pris, même nos esclaves. Voilà, c'est tous les mecs en exil à Miami qui disent Castro c'était horrible, il nous a tout pris, notre plantation, nos esclaves, tout, c'est horrible, salaud de communiste. Voilà, c'est ouais, d'accord. Il y avait une histoire comme ça récemment d'une nana d'origine chinoise aux États-Unis qui disait qu'avant la révolution en Chine, sa famille avait le monopole des œufs dans tout l'empire de Chine. Les œufs, oh putain. Des espèces de trucs complètement invraisemblables, quoi. Le monopole des œufs, mais comment... Ça n'a aucun sens, non, c'est que... Je pense que maintenant, il y a probablement un autre gars qui a le monopole des œufs dans toute la Chine, ceci dit, mais... Ouais. C'est un autre gars, quoi. Mais le monopole des œufs, ça n'a pas de sens. Je pense que pour les agriculteurs du cru, ça avait évidemment. Du sens. Ça avait vraiment un sale sens même. Donc voilà. Enfin moi, comment dire, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont entre guillemets victimes du communisme. Plus les gens sont des victimes du communisme et plus on les voit s'exprimer dans les médias
allez, il y a 80% de chances qu'ils ont été victimes du communisme parce qu'ils ont été nationalisés. Hein. Voilà, donc non, c'est là, à un moment donné, les Cubains, les exilés cubains aux États-Unis, c'est caricatural, quoi. Ils pleurent en disant le Cuba Castro nous a tout pris, c'est horrible. Et puis tu te renseignes, oui, il a tout pris, oui, il a pris ta plantation où tu avais des esclaves, mon gars. Comme ça. Mais mon grand-père est mort. Oui, c'est un collaborateur du dictateur local. Oui, il a été fusillé. Oui, ça arrive. Hein, voilà. Donc non, comment dire, ma capacité de compassion a des limites. J'en aurai pour d'autres personnes. Voilà. C'est dit. Donc, mais c'est... Tiens, voilà, le mensonge. Hop, transition, gros cerveau cosmique. Bim, wow. Philippe, le mensonge du mérite. Comme ça, nous vivons dans une matrice. Philippe, assène-nous une pilule rouge de réalisme matérialiste. Allez, bam. Oui, parce que ça, c'est le gros truc, le mérite. Oui, les riches, le mérite. Parce que quand on cause des riches en mal, on n'a pas le choix. Hein, parce que, là, on fait ça depuis tout à l'heure. Et puis quand tu vois les invités des dîners de Chalençon, franchement, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Donc, mais des fois, t'en parles avec des gens que tu connais, et puis tu leur dis, ouais, les riches, quand même, ils nous dominent, ils nous prennent tout, machin. Puis eux, ils vont te dire, ouais, mais quand même, ils ont travaillé dur, ils le méritent, et puis t'es jaloux, tu vois, t'as l'accusation de jalousie tout de suite. Alors déjà, on va mettre les choses au clair. Non, c'est pas possible d'être envieux de ces gens-là, sauf si on a un problème neurologique, et là, il faut consulter. Et ce discours qui prend dans la population, c'est le simple relais de ce qu'on peut entendre à longueur d'antenne. Vous savez, les qualificatifs élogieux, style capitaine d'industrie. Alors bon, ça, c'est un petit peu daté. Maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt entrepreneur, donc à toutes les sauces, jusqu'à auto-entrepreneur. Donc c'est une espèce d'arnaque suprême, parce que souvent, ça cache des liens de subordination. Et tous ces mots, ça suggère que les types en question, ils ont créé quelque chose de novateur, ils l'ont fait fructifier du fait de leur seul talent ou intelligence. Donc les riches, ils sont trop forts, quoi. Contrairement à ceux qui... D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ouais. C'est que techniquement, si c'était vrai, si les entrepreneurs, c'était vraiment ça, auto-entrepreneur, ça voudrait rien dire. Ce serait redondant. Oui. Oui, c'est pas faux, ça. Mais, ou alors ça veut dire que tu t'entreprends toi-même. C'est un peu... Alors c'est un autre sens, ça, par contre. Alors tu t'entreprends toi-même, soit ça a un sens devant YouPorn, soit ça a un sens de développement personnel. Le développement personnel étant d'ailleurs une extension... une extension de la destruction des solidarités et du néolibéralisme. Le développement personnel, c'est de promettre de devenir riche à l'intérieur, même si tu n'as toujours pas plus d'argent. Ouais. Ça, et David Laroche, on va le mettre sur Mars aussi. Ah oui, évidemment. Ils ont besoin d'un coach là-bas, je pense. C'est qui ça ? Ouais, parce qu'on connaît pas tous les connards, donc David Laroche. On en connaît beaucoup, mais pas tous. David Laroche, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu le number one du coaching. Oui, je vois. Oui, j'ai vu des vidéos de lui. Oui, sur Mars. Oui, okay. Insupportable, le gars. Sur Jupiter aussi, on peut. Il va falloir viser plus loin. Mon Dieu, cette tête, quelle horreur. On n'a dit pas le physique, mais il y en a, ça faut pas déconner, quoi. Des fois, c'est objectif. Non, mais non. Ok, ouais, non, mais si, je vois David Laroche, mais il est sous double objectif de la Mivilude, parce que il est soupçonné de dérives sectaires parmi les pauvres gens qui achètent ces trucs. Et bien, bien sûr, il est soupçonné de blanchiment fiscal et d'exil fiscal. Mais il a dû... Enfin, je veux dire, c'est bien mignon qu'il fasse du coaching en développement personnel, mais ce serait bien qu'il retourne prendre des cours de français aussi. Je suis désolé, je vois une citation de lui là. Je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors j'agis comme si tout est possible. Non, en français, c'est comme si tout était possible. Oui, c'est vrai. J'agis comme tout est possible. Le mec s'écoute tellement parler. Et apparemment, il a aussi commis une vidéo qui s'intitule « Vous manquez d'énergie, quoi faire ?» Dormir, oui. Ouais, il y en a une qui est vraiment collector, c'est « Comment Nelson Mandela m'a inspiré ». Je veux... Ok, tu nous as convaincus. Tout le Mandela. Je veux voir ça. Ils sont tous inspirés par Nelson Mandela. Sauf Vladimir Poutine, qu'on n'a rien à branler. Certes.
Comment Nelson Mandela n'a pas inspiré du tout. Rien à demander. Transformer les difficultés en magie. Ouais. Ah, ça devient... Ok. Mais en fait, le maire David Laroche, c'est comme Leonardo DiCaprio dans The Wolf of Wall Street, quand il fait ses discours de motivation, mais en vrai. Oui. Moi, le bullshit des quelques trucs que j'ai vus de David Laroche quand les algorithmes me le mettent sous le nez, franchement, j'ai l'impression d'entendre n'importe quel trou de balle étudiant en école de commerce qui croit à ce que ça lui raconte ses profs, quoi. Ah ouais, mais attendez, c'est complètement fou, regarde. D'ailleurs, les écoles de commerce devraient être sous une investigation de la MIVI, lui, à mon avis. Mais... Ouais. Attendez, j'ai tapé comment Nelson m'a inspiré dans Google, et là j'ai des pages de trucs avec Marie-France, Réussir ma vie, Le Point, Le Monde, qui disent une inspiration pour Amnesty, une inspiration pour une inspiration. C'est Nelson Mandela est une inspiration universelle pour tout. Surtout pour les gens qui, en fait, ont un jour soutenu les gens contre qui ils se battaient. Voilà, c'est ça, c'est une inspiration, mais c'est ça, c'est une boîte gadget. C'est pratique, les inspirations mortes, c'est comme Gandhi. Gandhi qui est une grande inspiration, sauf pour tripoter des gamines. Ou pour les purges ethniques. Ah, parce que Gandhi, c'était un peu son truc aussi. Donc pour écrire à Hitler, pour dire que c'était génial ce qu'il faisait. Donc bon, ça c'est moi. Non, attendez, non, ça on va pas en parler. Bon, revenons au mensonge du mérite. Ouais, le mérite. Donc bon, le mérite, voilà, il y a les gens qui ne sont rien, et les gens qui ne sont tout, comme disait dans les gares, là, vous savez, comme disait Louis XIV. Enfin, non, c'est pas Louis XIV, c'est son successeur. Voilà. Donc le seul mérite conduit à la richesse, c'est beau, sauf que c'est faux. Quand on y regarde de plus près, on semble assez loin du compte. Et là j'ai adoré parce qu'il y a une étude du Financial Times qui tombe à point nommé pour mon propos. Ah, des gauchistes encore, hein. Voilà, des gauchistes hardcore, là. Putain, alors là, j'ai adoré cet article parce que le titre, c'est 80% des milliardaires français ont hérité de leur fortune. Alors ça, c'est génial. Et là, tu te dis, mais alors, Bigre, Fichtre, ça par exemple, comment ça se fait? Je croyais qu'ils méritaient tous. Bah oui, maintenant, en fait, ils ont juste hérité. Alors le truc drôle, c'est que les Français, en fait, c'est juste une erreur d'écriture, putain, on a tout compris. Voilà, c'est ça. Mais les Français, en plus, ils sont... c'est je mérite ou je mérite. Les milliardaires français, c'est le double de la moyenne mondiale, en plus. Alors on a les champions du monde, en plus. Et ces mêmes milliardaires français, ils ont vu leur fortune augmenter de 17% en 2020, vous savez, l'année dernière, avec le Covid et tout ça. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait de particulier pour le mériter, enfin sauf si on détermine que profiter d'une pandémie et de morts par milliers, c'est du mérite. Moi je sais comment ils ont fait. Bon, après tout, si on estime que c'est du mérite, pourquoi pas, hein. Il y a des gens qui ont une morale particulière. Bon, Macron, il a bien été élu, hein, donc voilà. Et à côté de ça, t'as des innombrables exemples de riches, donc on parlait d'Elon Musk, qui se sont mis sur la rampe de lancement grâce à de l'argent public. Donc Elon Musk, lui, c'est l'argent de la NASA, donc voilà. Et bon, chez nous, l'exemple bien français, c'est Bernard Arnault, qui, grâce au gouvernement socialiste de l'époque, alors il leur a dit oui, je vais sauver le groupe textile Boussac, filez-moi des ronds. Donc le gouvernement Fabius lui a filé des ronds et puis donc il a racheté Boussac, mais bon, il a rien sauvé, en fait, il a tout démantelé, il a gardé ce qu'il rapportait, et puis t'as des milliers de personnes qui sont au chômage, etc. Puis maintenant, lui, il est sur le podium des fortunes mondiales, quoi. Mais grâce à l'intervention publique, quelque part. Et le deuxième volet du petit coup de pouce public, c'est les ristournes fiscales. Donc on en voit depuis 20 ans au moins, ou même plus. Donc là, moi j'adore, ce que j'adore particulièrement, c'est Hollande avec le CICE. Donc le crédit impôt compétitivité emploi. Ah ouais, ça c'était une belle saloperie, donc plus personne ne parle. Et ça, personne n'en parle de ça. Non, ça a été officiellement supprimé pour devenir une vraie réduction d'impôt. C'est pour ça. Alors le coût cumulé en 2019 de cette petite plaisanterie, donc depuis 2012 ou 2013 je crois, coût cumulé 100 milliards d'euros. Et absolument aucune contrepartie délivrée par les bénéficiaires. Alors ça, je trouve ça... Ça, c'est génial, quoi. Ah bon, le million d'emplois n'est pas arrivé? Ah bah oui, le PINS. Il fallait au moins 100 milliards d'euros pour... ce fameux PINS, putain.
Ça, c'est l'héritage de François Hollande. C'est décidément le mariage pour tous et le CICE. Et oui, moi, je peux vous faire le top 5 des milliardaires français pour appuyer ce qu'il dit là, parce que c'est pas mal. Donc le plus riche, c'est Bernard Arnault. Oui. Donc il a hérité et en plus après il a escroqué l'État en disant qu'il allait sauver des boîtes, mais en fait il a juste repris Dior qui était caché au milieu et il a lourdé tous les autres. La deuxième, c'est la fifi de Madame Bettencourt. Ah oui. Donc héritière aussi, évidemment. L'Oréal, encore, ça va. Y a pas, à part les aides que l'État donne à toutes les grosses entreprises, c'est pas encore trop parmi les pires. Après, il y a Pinault. Alors, Pinault, c'est pas mal aussi. Quand même, le mec, il a racheté, pareil, il a fait comme Bernard Arnault, en fait. Il a racheté des boîtes qui allaient mal. Et puis il a gardé 2-3 petits trucs, il a lourdé tous les autres avec la bénédiction des subventions publiques. Comme Tapi aussi. Comme Tapi aussi. Après, t'as les frères Wertheimer, c'est les patrons de Chanel. Donc eux, c'est pas de la commande publique, mais c'est des trucs très utiles, hein, vous voyez bien. Ouais, bien sûr. Et le dernier, c'est mon préféré, c'est le patron de Lactalis, donc une petite boîte qui fait du lait et tout ça, qui prospère sur le fait d'exploiter les agriculteurs et de recevoir des subventions de l'État et de la PAC. Mais et de ne pas être puni quand ils contaminent des millions de boîtes de lait pour bébés avec des bactéries parce qu'ils en ont rien à foutre des réglementations sanitaires. Mais nous allons résumer ça très simplement. Le meilleur moyen d'être riche, c'est pas de travailler dur, d'être entrepreneur, d'avoir des innovations, des idées, et de former du team building et du management. Non. Le meilleur moyen d'être riche, c'est les subventions publiques. Le meilleur moyen d'être riche, c'est de demander de l'argent à l'État. Toujours, tous, ils le font. Bernard Arnault, Bernard Tapie, Elon Musk. Elon Musk, sans la NASA, il est que dalle. 80% de son budget, je crois, c'est la NASA pour ses fusées. Donc ça, c'est pas l'entrepreneur visionnaire, génie, qui est toujours une idée d'Ayn Rand, d'ailleurs, toujours. On en revient toujours à ça. L'entrepreneur seul contre tous, génie titanesque. Non. Après, elle l'a pas inventé, ça, pour le coup. Attends, il faut demander à l'État, mais faut demander à la bonne porte. Il me faut des crédits d'impôt, il m'en faut plein. Voilà. Avec des grosses larmes. Il faut des subventions et peut-être que je redonnerai de l'argent à l'État. Peut-être. Pas sûr. Pas. De toute façon, on a vu la même chose l'année dernière, là, avec la pandémie. La première chose qu'ils se sont fait, ils sont tous tournés vers l'État, soi-disant, je croyais que l'État était communiste et oppresseur, mais dès qu'ils en ont besoin, ils se tournent vers lui. Quoi. Donc... Alors, l'État est communiste et oppresseur pour le Figaro toute l'année, sauf quand ils ont besoin de thunes. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'en les crédits à la presse aussi, c'est pas mal. Hein. En fait, le riche se comporte comme l'enfant pourri gâté qu'il est toujours en général, c'est-à-dire qui fait le punk en vivant dans un squat en disant « Ouais, mes parents, c'est trop des connards, quoi. J'en ai trop marre d'eux. » Mais alors, à la moindre merde, t'inquiète pas qu'il est toujours là pour Noël pour demander des sous. Hein. Ouais, parce que Philippe, tu demandais comment ils ont fait pour se faire de la thune pendant la pandémie, les milliardaires français. C'est assez simple. Déjà, tous les salaires de tous leurs employés en France ont été payés par la Sécu pendant 3 mois. Donc ça fait quand même quelques petites économies. Et eux, ils étaient dans des secteurs... les riches français, les milliardaires français qu'on grossit, c'est que ceux qui sont dans des secteurs à la con où en fait le Covid n'a pas trop eu d'impact, tu vois, les trucs de luxe et tout ça. Donc, voilà. Ou ceux qui font des plateformes logistiques. Oui, après c'est sûr que ça... Les livraisons à domicile et tout ça, eux, ils ont bien profité aussi. Oui. Et donc le mérite, les amis. Non, est-ce que tu as fini, Philippe? Je vais encore 2 éléments, mais rapidement. Pourquoi le discours là du mérite il marche alors que tu le démontes en 2 secondes? Donc t'en parlais avant, Thierry. Je pense que c'est lié à l'autre mythe, celui du ruissellement. Parce que quelque part, si tu t'attaques aux riches, tu t'attaques aux miettes qui tombent de la table, donc tu t'attaques aux pauvres. Donc la boucle est bouclée, s'attaquer aux riches, s'attaquer aux pauvres. Donc faut dire que voilà le mérite et tout ça. Et de 2, je pense que les riches, ils ont besoin que les pauvres ils se sentent coupables pour les dominer, quoi. Donc que le pauvre, il ait une intime conviction qu'il est responsable de sa place dans la société, qu'il ferme sa gueule quand on le traite un peu mal
parce que il avait qu'à faire de meilleurs choix, hein. Il fallait mieux choisir, mon petit. Donc le riche, il a bien choisi, lui. Non, il a pas choisi, en fait, il a hérité, mais bon. Et puis, alors ça, on en a parlé, et puis Florent va en parler, faut que le pauvre, il rêve qu'avec un peu de travail, il mérite, et lui aussi, il puisse accéder au sommet. Et que peut-être un jour, à force de travail, de mérite et de sacrifice, et que non, mec, tu vas voir l'État, tu demandes du pognon. C'est voilà, si tu veux devenir riche. Non, quand t'es pauvre, tu dois fournir 75 justificatifs. Hein. Oui, parce que moi je suis pauvre et tous les mois je vais voir l'État et je demande du pognon et j'ai une attestation Pôle emploi et voilà. Hein. Ouais. Oui, et puis. Quel cruel manque d'imagination. Et si tu as le malheur d'avoir un virement de ta famille, tu dois le déclarer. Tu vois, c'est pour le RSA, tu dois le déclarer. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Ouais. On te donne de l'argent pour survivre. Ah oui, mais non, si vous percevez de l'argent de la famille, nous, on vous en donne moins. Oui. Bah Mais oui. ces trucs-là, c'est quand c'est fait aux riches, c'est une complexité administrative insupportable et soviétique. Et quand c'est fait aux pauvres, c'est le contrôle de la bonne utilisation de l'argent public. Et de... Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est la même chose en fait à la fin. Le RSA couple, Oui. c'est pas une saloperie, ça? Ah mais complètement. Le RSA couple, hein, c'est... Oui. Ouais. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de « Ah, mais il y en a un qui travaille un tout petit peu ». Bon, alors même un tout petit peu, on va vous en donner moins, puisqu'avec ce un tout petit peu, c'est... de temps en temps, vous avez un peu plus d'argent, vous pourrez aller à Leclerc au lieu d'aller chez Aldi. Là, non, le RSA couple, ça c'est une saloperie. Ça fait partie de cette espèce de structuration, de contrôle acharné des pauvres, parce que non seulement les riches, s'il y a des pauvres, c'est à cause des riches, mais faut les surveiller, ces connards. Et s'assurer qu'ils restent pauvres. S'assurer qu'ils restent pauvres. Après, tu as la méritocratie quand même au milieu, en sens pour entretenir l'illusion. Parce que moi, là où je suis pas complètement d'accord avec Philippe sur le truc de la culpabilité, enfin, en tout cas, je pense que c'est incomplet. C'est ce qui fait qu'on croit à la méritocratie. Et là, je pense que Fabrice aura des trucs à dire. C'est que les quelques gens qui arrivent, ou les gens qui arrivent à en bénéficier et dont on se fait une image fausse, servent à justifier l'illusion qu'on peut devenir riche. Ils sont brandis en exemple, Et donc, ça retombe sur ce que disait Fabrice tout à l'heure. L'idée que pour avoir une vie bien, la seule moyen c'est de devenir riche. Et donc, pour devenir riche, se plier au truc de la méritocratie, qui est une arnaque fondamentale parce que moi, j'avais réfléchi à une punchline pour la définir. Et en fait, au fond, c'est un peu le truc du mérite, c'est autoriser des gens du peuple à fournir énormément d'efforts pour que les meilleurs d'entre eux accèdent à des positions auxquelles les enfants de riches accèdent sans rien branler, même si c'est des débiles. Oui. Oui, t'as toujours le contre-exemple. Ça retient l'espoir, tu vois. Le contre-exemple, mais lui, il a travaillé dur, regardez, il vient de nulle part, machin. Oui, mais il y en a un, ou deux, ou trois. 1% à peu près, les sauts de classe aux dernières nouvelles, c'est à peu près 1% de la population. Il suffit de regarder les statistiques des filles, les filles et fils d'ouvriers qui arrivent à Bac+5. T'en as pas des légions, quoi. T'en as pas des légions. 1% de saut de classe, c'est pratique parce que ça veut dire qu'en règle générale, on en connaît tous un. De loin. En moyenne, on connaît à peu près 150 personnes. Je veux dire qu'on connaît vraiment, quoi. Oui, on voit qui c'est. Donc, 1%, voilà, on en a tous croisé. On peut tous en nommer un, mais c'est tout. Ouais. Mais on pourrait nommer aussi, faudrait inverser le truc en disant tous ceux qui ont joué le jeu et qui n'ont abouti à rien. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on inverse le truc en disant ah bah oui, lui il a joué le jeu, lui aussi, et qu'est-ce qu'il a au final? Il est payé au SMIC ou voilà quoi. Alors c'est marrant parce que c'est un truc qui ressort dans les biographies des types qui avaient voulu partir en Syrie. Ce truc de jouer le jeu. Oui, je fais un cartade à la Syrie. Il y avait eu une enquête qui avait été faite par putain, j'ai plus le nom là des sociologues. En gros, ils avaient pris tous les dossiers judiciaires. Bonelli et machin là. Ouais, c'est ça. Oui, il y avait eu un article dans le Diplo et tout. Et ils avaient pris tous les dossiers judiciaires des mecs qui avaient été poursuivis pour avoir tenté de rejoindre Daesh.
Et donc des gens assez jeunes évidemment, hein, ce qui les avait frappés, c'est de constater que la majorité d'entre eux, en tout cas pour les garçons, pour les filles c'était différent, étaient des mômes qui avaient eu une pression énorme à la réussite de leurs parents, en mode surinvestissement dans la méritocratie républicaine de la part de parents immigrés qui avaient eux pas forcément eu beaucoup d'éducation et qui étaient trimards au SMIC et qui voulaient autre chose pour leur môme, et qu'en gros ils avaient vrillé quand arrivant au lycée, alors qu'avant ils avaient fait leurs études du coup en général dans des bahuts du coin où ils vivaient, dans des quartiers un peu pourraves, tout ça, et où le niveau scolaire était pas énorme. En arrivant au lycée, ils se sont rendus compte du gouffre qui s'était créé avec les mômes qui venaient d'autres horizons sociaux, et ils prenaient conscience du fait qu'en fait ils allaient jamais y arriver, qu'ils allaient perdre en fait à ce jeu de la méritocratie, et là ils vrillaient. Et c'est là qu'ils devenaient vulnérables aux tentatives de recrutement et tout ça, et qu'ils se repliaient sur autre chose, sur le truc islamiste, etc. Et ça ressortait dans la majorité des dossiers des mecs qui avaient tenté de partir en Syrie, quoi. Et c'est assez frappant. Il y a un autre exemple de ça, c'est tous les gens aux États-Unis qui se sont rendus compte en 2008 qu'ils avaient tout perdu. Et que j'avais alors c'est un article américain que j'ai perdu quelque part, qui disait cette espèce de sentiment d'avoir joué le jeu, d'avoir été des bons Américains, d'avoir travaillé dur, d'avoir fait les choses, etc., et s'être fait totalement niquer par le système. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans un pays où une masse de prolos ont la preuve de s'être fait niquer par les capitalistes, mais où il n'y a pas de gauche? Il se passe que ces gens ont fourni des bataillons d'électeurs à Trump. Des bataillons d'électeurs à Trump, QAnon aussi, parce que, alors, ça change un peu, peut-être. Enfin, je sais pas si ça change un peu ou quoi, mais, le profil de base du conspirationniste moyen, à l'origine, c'est quelqu'un qui fait un boulot facilement un cran ou deux en dessous de son niveau d'études. C'est genre le bac plus 5 qui fait un boulot de BTS. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en France, on a eu une observation de ça sur les anti-vax et les anti-masques, qui sont surreprésentés chez des professions où tu as un statut de vision de ta profession et des études et des machins, mais où le boulot il est déshumanisé, notamment chez les profs et chez une partie des soignants, et chez les gens qui ont en général des qualifications type technicien. Donc intermédiaire, tu vois, pas cadre, mais pas pro non plus. Voilà. En fait, chez ceux qui sont sous-employés. Ils sont entre deux, quoi. Un décalage ou un sentiment de déclassement, quoi. Ouais. Il y a une expression pas mal. Il y a une expression pas mal de Bourdieu là pour désigner ça dans La misère du monde. Il appelle ça les exclus de l'intérieur. Notamment, c'est une étude sur le système scolaire. Les exclus de l'intérieur, c'est ceux qui jouent le jeu d'un système, mais qui en fait s'en retrouvent exclus. Ah bah ça. C'est ce qui est toujours, c'est ça de toute façon. Et c'est vrai que le discours à l'école, c'est quand même, si tu travailles, tu vas arriver à choisir la vie que tu souhaites. Et en fait, non. Mais c'est vraiment le discours, quoi. C'est il faut travailler, comme ça tu auras le choix. Et si tu ne travailles pas, tu n'auras qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Tu t'en prendras pas, je sais pas quoi, ta classe sociale. Ça, c'est le grand truc. C'est l'un des piliers, avec le ruissellement, c'est l'un des piliers de la domination. C'est tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Ouais. C'est-à-dire que si tu commences à tourner la tête dans la bonne direction en te disant, alors après, c'est compliqué parce que c'est toujours la même histoire. C'est toujours plus facile de dire que c'est de la faute des bougnoules que de se rendre compte que c'est de la faute de Bernard Arnault que tu connais pas. Alors que les Arabes t'en croisent tous les jours, quoi. Ouais. Ça c'est un des ressorts fondamentaux de domination. C'est-à-dire tourner les têtes dans la bonne direction, c'est-à-dire le boulot que devrait faire la gauche, que fait encore une certaine gauche. Parce que je suis absolument pas d'accord. Je voyais l'autre jour un journaliste de Marianne en train de dire que la gauche ne fait plus son travail
de trucs au niveau des classes sociales, mais complètement converti dans l'identité. Tu avais Zemmour en face qui disait bravo, très bien. Alors déjà, quand tu es journaliste et quand Éric Zemmour est d'accord avec toi, tu te poses des questions gros, parce que là, il y a un problème. Et si tu n'as pas identifié le truc, c'est que c'est toi le problème, déjà, d'une. Non, mais Marianne, là, ils font la campagne du RN et la seule truc qu'ils voudraient, ce serait le programme du RN sans Marine Le Pen, tu vois. Donc, en espérant que ça soit vraiment du protectionniste, c'est-à-dire que si les gens de Marianne sont des naïfs politiques, quoi. On veut du protectionnisme et quand même un peu moins d'arabe parce qu'ils écoutent de la musique fort. Voilà, c'est ça, Marianne. Mais on n'est pas raciste, attendez, non, c'est pas ça. Mais voilà, alors vous aurez ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de protectionnisme déjà, parce que croire ça, c'est être stupide. Non, Marine Le Pen, ce qu'elle va faire, elle va faire des auto-entrepreneurs, plein. Bah oui. Comme tout le monde. Elle fera peut-être la préférence nationale chez Uber, mais c'est tout, tu vois. Voilà. Mais moi, je voulais revenir sur ce que disait Philippe sur l'école, là, parce que ça me semble important. Il y a le mythe de c'est par ton travail, enfin voilà, ton travail à l'école, tu pourras décider de ta vie. Ouais. Ce que je trouve compliqué, c'est que bon, on sait que c'est faux, enfin on sait que ça te donne des marges en plus, mais que ça ne fait pas tout, loin de là. Le problème, c'est que croire que ça fait tout, il y a tout un ensemble de gens qui ne sont pas des riches qui ont intérêt à le croire. Et je pense notamment aux profs, parce qu'en fait, ça leur donne une importance. Les profs, si tu leur dis faites ce que vous voulez, mais de toute façon, les résultats de vos élèves sont conditionnés par leur classe sociale d'origine, je veux dire, ils se tirent une balle et puis ils rentrent chez eux, quoi. Enfin... Je pense qu'ils en ont l'intuition, ils le savent, mais bon. Ils ont besoin de l'illusion ils ont besoin de cette illusion d'avoir un impact déterminant. Et il y a quand même un impact, il faut quand même pas non plus le nier. Mais en fait, ils ont intérêt à croire à ce discours, sans forcément être dans la collusion explicite avec les dominants. C'est ça qui est aussi compliqué. C'est mais bien sûr. Par petits bouts, ce qui génère les illusions autour des riches, il y a des gens qui ont intérêt à les croire et à les relayer pour aussi leur propre positionnement dans la société et tout ça, quoi. C'est compliqué. Pour aussi tout simplement le statut que ça accorde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le voile se fissure et que tu te rends compte que tu es une variable d'ajustement du système capitaliste, c'est moche. Ah bah ouais, c'est ultra moche. Enfin, moralement, psychologiquement, c'est... Ça me rappelle une expression, enfin un terme qui a totalement disparu du paysage. C'est celui de prolétaire intellectuel. C'est vrai. Alors qu'il n'y en a jamais eu autant. C'est vrai, ça a complètement disparu, alors que, il n'y en a jamais autant, c'est ouf, ça. D'ailleurs, oui, tout à fait, remarque tout à fait pertinente de Florent, merci, un point. Donc, oui, mais c'est ça, intello précaire dont on parlait, le bouquin là, des deux meufs, qu'on parlait dans les années 2000, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'intello précaires que maintenant. Enfin, s'il y a eu... qui suit d'ailleurs le processus d'uberisation, puisque de toute façon les intellos précaires seront de plus en plus ubérisés parce que c'est leur avenir, comme c'est notre avenir à tous d'ailleurs. Voilà, mais c'est vrai que dans le cadre des intellos précaires, alors eux ils ont encore moins besoin de savoir que non les mecs vous êtes des variables d'ajustement du truc, parce que ça leur permet de se croire des classes moyennes alors qu'objectivement ce sont des prolos. Je pense que ça leur permet même de se croire des classes sup. Ouais, des classes moyennes. Je pense aux informaticiens, en fait, qu'on oublie souvent dans ce délire d'intello précaire, parce qu'on pense aux intello précaires qui se revendiquent intello. Sauf que. Quand on dit intello, on pense au littéraire, mais ouais. Ouais, sauf que voilà, l'exemple caractéristique du prolétaire intellectuel aujourd'hui, c'est l'informaticien. C'est-à-dire que le mec a une formation nommément d'ingénieur. Donc un truc qui est censé être de haut niveau, qui est censé te mener à être cadre, chef, à concevoir des trucs, à créer, machin. Et les mecs, ils pissent du code à longueur de journée comme un vulgaire travailleur à la chaîne. Et du coup, ça les rend bizarres politiquement, ces gens, parce qu'ils ont toute une... Non, mais parce qu'ils ont toute une socialisation... Pas que politiquement, hein. Non, pas que politiquement, mais... Tous ceux qu'on connaît, c'est... Désolé, les ingénieurs en informatique, hein. Moi j'ai des potes. Non, mais il y en a qui sont aussi d'une d'une banalité assez triste, tu vois. Mais globalement, tu vois, ça donne des gens qui ont
qu'on a complètement socialisé dans l'idée que c'était des winners en les mettant dans une position de subordination totale à la fin. Y a un décalage qui est assez ouf. Ils sont totalement d'épaule ou alors ils pensent qu'il faut être de droite parce qu'ils se voient comme des winners. Et en gros, à la fin, ça donne un mix bizarre de macronisme et de fachotterie, quoi. Par contre, ceux qui sont de gauche, ils sont tous chez Mélenchon. Ah bah quand ils ont... disons que ceux qui déchirent le voile, boum, quoi. Là, quand ils comprennent le truc, c'est « Oh putain !» Il y en a quelques-uns qui, à une époque, ont fait leur crise au Parti Pirate. Ah ouais, oui, le Parti Pirate. On a complètement oublié ça, le Parti Pirate. Oui, mais on a complètement oublié ça parce que c'est. Mais je suis même pas sûr qu'ils bossent tellement dans les grosses boîtes de Presta, etc. Ceux-là qui étaient pour le Parti Pirate, en fait. Ouais. Et puis ils ont fait leur crise au Parti Pirate parce que c'était le seul parti qui avait compris qu'il y avait des ordinateurs, si tu veux. Oui, voilà quoi. Maintenant c'est compris. Bon. Non, c'est bon, c'est intégré. Donc voilà, c'est maintenant que tout le monde. D'ailleurs, plus tout le monde a compris qu'il y avait des ordinateurs partout, le Parti Pirate a disparu. Bah ouais. Sauf dans les pays nordiques. Logiquement. Donc bon, mais bougeons, parce que bon, à un moment donné, les riches... Dans les pays nordiques, les pirates, c'est des écolos qui savent programmer, en fait. Ouais. Mais on va aborder, parce que c'est mon tour, on va aborder un truc dont on cause pas assez, parce que de toute façon, il y a un truc qu'on va nous sortir, parce que les vilains gauchistes qui parlent des méchants riches, au bout d'un moment, on va se prendre un truc dans la tronche. On ne le dit pas assez, les riches sont partout. Le point Bernard-Henri Lévy. Ils sont fourbes, ils aiment l'argent, ils sont cauteleux et pleins de ruses et de mensonges. Ils dominent le monde, ils ont le nez crochu, il suffit de jeter une pièce d'1 € dans la rue pour les voir se précipiter dessus en écumant de vicieuses convoitises. Non, ça c'est les juifs. Alors ça c'est les juifs. Non mais ça c'est même pas les juifs d'ailleurs, c'est la caricature des juifs par les Fini-à-la-Pisse qui pensent, Fini-à-la-Pisse étant mon insulte préférée du moment, pareil, qui pensent que riches juifs et que tous les riches sont juifs, puisque d'ailleurs tous les juifs sont riches. Et quand j'étais à la Ligue à l'époque, j'avais un pote qui était juif et prof en lycée technique, et à chaque fois qu'on lui sortait le cliché des juifs riches, il me disait putain mais moi j'aimerais bien être riche. J'aimerais bien, ça m'arrangerait énormément. Tu crois que c'est avec mon point d'indice de merde que je vais dominer le monde ? Eh oui, tous ces juifs pas riches, c'est-à-dire la majorité, parce que comme tout le monde, qui font rien qu'à embêter les antisémites cons. Et si j'aborde le sujet antisémite, c'est parce que nécessairement, si j'ose dire, on va nous soupçonner d'antisémitisme, puisqu'on parle des riches. Parce qu'à chaque fois, je dis bien à chaque fois, qu'on hausse quelque peu le sourcil sur les marges quelque peu ébouriffantes, à chaque fois qu'on trouve que tout de même, s'acheter un yacht à 500 millions de $ comme a fait Jeff Bezos la semaine dernière... Ou un yacht dans lequel on peut mettre un autre yacht, avec un garage à yacht dans le yacht. Dans le yacht, oui. N'est-ce pas quelque peu abusé ? Chaque fois qu'on trouve que les distributeurs automatiques à Dubaï pour retirer de l'or... Vrai, j'ai vu le truc, c'est voilà, tu peux retirer de l'or à Dubaï. Oui, des distributeurs de lingots. Les distributeurs de lingots, alors tu dis c'est pas complètement justifié. Tu vois, c'est pas, je sais pas, c'est peut-être... Chaque fois qu'un trader change de slip à l'annonce d'un plan de licenciement parce qu'il va se gaver, bref, à chaque fois qu'on pointe d'un doigt aussi timide et hésitant qu'un programme politique élevé, les francs excès de nos amis richissimes, on se fait taxer d'antisémites, c'est comme ça. C'est comme ça. Si t'es de gauche, sans être fait traiter d'antisémite au moins une fois, t'as raté ta vie, t'as raté ta politique. Et il y a des chances qu'on ait droit. C'est très, très possible. Quelqu'un de droite tombe là-dessus, ça va être son réflexe. Et ça fait pas plaisir, hein. Ça fait vraiment pas plaisir. Parce que qu'on est rangé de force parmi les Fini-à-la-Pisse et autres Dieudonné, ça vexe. Ça vexe. Bah oui. Ouais. Mais, enfin, bon, ça vexe et on s'en fout. Parce que nous, on sait ce qu'il en est, on sait qu'on n'est pas antisémite. Et si vous voulez une preuve, maintenant, les gens qui sont antisémites, ils s'en vantent. Ils le disent. Alors, ils le disent pas trop fort. Ils le disent avec des sous-entendus, des noms de code. Ils envoient un message qui est très clair pour ceux qui le reçoivent. Ils parlent de communauté organisée, ils font des blagues à base de 6 millions quelque chose. C'est l'époque dans laquelle on vit. On ne se cache plus trop d'être une poche à merde. Donc, franchement, si on était antisémite, qu'est-ce qu'on se casserait les couilles à le cacher ? Franchement. Et d'ailleurs, quand on consulte la liste des milliardaires dans le monde, d'ailleurs, il n'a pas précisé s'ils sont juifs ou pas. En revanche, il y a beaucoup d'Américains. J'en ai vu une liste de 150, il y a beaucoup d'Américains. Il y a des Chinois, il y a pas mal d'Hindous. Ça m'a un peu surpris, mais il y a pas mal d'Hindous. Il y a quelques femmes, il y a des Saoudis, des Français, des Russes, des Japonais, et de toutes les nations, de
toutes les couleurs, des hommes, des femmes, des personnes de couleur, des gays, même une personne trans. Et en fait, j'ai eu une révélation. Les riches sont intersectionnels. Parce que rien n'est plus inclusif que l'argent. Au passage, vous avez vu la pub de la CIA. Rien n'est plus inclusif que l'argent, Marx le disait déjà dans le Capital. Voilà. C'était le stade ultime de la marchandisation qui était la monnaie. Permettait justement de s'affranchir de toutes les barrières posées par les autres marchandises. Parce que si nous n'aimons pas les riches, c'est pas à cause de ce qu'ils sont, leur identité, parce qu'on s'en fout. On les déteste parce que ce qu'ils font, c'est à voler notre argent et ne pas le redonner ensuite. Voilà, c'est ça la vraie détestation. Et s'en servir pour nous défoncer la gueule. Parenthèse, est-ce que vous avez vu, bon, de toute façon, je voulais montrer cette pub magnifique de recrutement de la CIA. Je vous l'ai montré hier. Le truc où une femme cis de couleur intersectionnelle dit qu'elle sans pouvoir en étant embauchée à la CIA. Putain, c'est juste tellement magnifique. Tellement magnifique. Le truc qu'on dit depuis des années, que l'intersectionnalité c'est bien gentil, mais si on vire la classe, c'est récupérable par tous les pouvoirs. Chaque fois qu'on se dit ça, on se fait défoncer. Tout le monde nous tombe dessus pour nous pourrir, et que la lutte des identités, ça mène à la domination. Non, fasciste, etc. Et là, la CIA recrute des intersectionnels en disant venez. Après, il y a un truc spécifique au contexte américain sur cette histoire-là, Thierry, c'est que et ça, je pense qu'on le perçoit pas beaucoup quand on n'est pas aux États-Unis. En termes de statistiques entre groupes ethno-raciaux, on va dire, en reprenant leur catégorie à eux, les États-Unis, c'est un pays où tu peux plus fonctionner entre blancs, machin, sauf évidemment au plus haut des cercles de pouvoir quand t'as pas besoin d'être trop nombreux. Parce qu'en fait, statistiquement, plus de la moitié de la population n'est pas blanche. Et donc la CIA, ils n'ont pas le choix aussi que de recruter des gens de couleur, d'origine ethnique diverse, des femmes, des gens qui ont l'air un peu plus cool, etc. Parce que sinon, ils ne peuvent pas travailler. Ouais. Non, puis économiquement, en plus, pour la CIA, là, ils ont réussi à faire une forme de recrutement circulaire. Hein. Ils organisent des pushs dans des pays d'Amérique du Sud, il y a des latinos qui vont vivre aux États-Unis, et 1 ou 2 générations après, leurs descendants rentrent à la CIA. C'est ça. Ah, ça, c'est du plan de gestion des compétences à long terme, hein, putain. Il fallait y penser, mais il faut admettre que c'est ingénieux. Ce serait pas un peu de la planification, ça, par hasard? Non, ça c'est. Les riches adorent la planification, par contre, ça, il faut le dire aussi, peut-être. Tant que c'est eux qui planifient, oui. C'est ça, à leur bénéfice exclusif, mais ça, c'est un truc qui m'a toujours fait phaser. Le truc de la CIA, c'est plutôt de l'opportunisme, je crois. Oui, non, mais c'est l'opportunisme de la com, parce que c'est l'ère Biden, il faut arrêter de passer pour des gros Trumpistes. Ça nous permettra de continuer à bombarder tranquille. Mais oui, mais n'empêche. Bon, les riches, c'est ça qui est un truc où on dit qu'il y a une erreur, qui est un point de vue très occidentalo-centré de penser que le riche, il est blanc, et que tout... Non, il n'y a rien de plus inclusif que le capitalisme. Le capitalisme est un truc qui se fout totalement, et s'en est toujours foutu. Alors évidemment, tu as toujours des milliardaires particulièrement réactionnaires qui financent des petits partis comme les frangins Koch, etc., mais d'un point de vue mondial, le capitalisme se moque, l'argent se moque totalement, que tu sois noir, En revanche, là où, mais c'est aussi pour ça que je pense que c'est pas évident à appréhender. Au niveau des individus, le capitalisme en a rien à foutre de ta couleur, de ton ethnie, de ton machin. Tant qu'on parle que d'individualité. Après, si tu parles collectivement, le capitalisme s'imbrique avec le phénomène qu'est le racisme pour extirper plus de profits, exploiter plus, dominer plus, etc. Comme avec un truc instrumental. Mais ça marche aussi bien entre les Blancs et les Arabes en France qu'entre les différentes castes en Inde, quoi.
Mais le capitalisme, de toute façon, même si... C'est la relation d'inégalité qui est exploitée, au fond. Mais de toute façon, le capitalisme sait parfaitement qu'il a tout intérêt à ce que les pauvres de couleur, que les blancs pauvres tapent sur les autres pauvres, pour que tous les pauvres se tapent dessus, toujours dans la même idée de ne pas tourner les têtes dans la bonne direction. Le racisme, le problème du racisme aux États-Unis, c'est ça où ils sont complètement obsédés par la race et ce genre de conneries, c'est qu'il ne faut surtout pas que les prolos blancs et les prolos noirs et les prolos de couleur se rendent compte qu'ils vivent dans un pays qui leur ment, dont la mythologie leur ment à longueur de temps, en leur parlant de... alors, comment ça s'appelle ? Le rêve américain, c'est de la méritocratie pure sucre, ça. On en parlait tout à l'heure. Oui. Et s'ils se rendent compte que, putain, non, le balayeur noir, pauvre, restera balayeur. Tu auras juste ton rêve américain pour te dire que peut-être que si j'avais davantage travaillé, peut-être que si j'avais davantage... Non, mec, t'es prisonnier de ça. Et que c'est comme ça, c'est pourri dès le départ, mon gars. Mais plutôt que de te rendre compte que c'est pourri dès le départ, regarde cette personne de couleur ou homosexuelle qui, semble-t-il, a des choses que tu n'as pas. Tiens, déteste-le, lui ou elle, plutôt que nous. Nous, on va financer Fox News, en attendant. Ou on va financer CB, NBC, dans la partie démocrate, parce que c'est pareil. Ouais. Bon, si personne n'a rien à rajouter là-dessus, sur ce genre de truc, on va passer directement à Florent. Je sais plus qui avait dit. Attends, Fabrice voulait dire un truc. Ouais, une petite précision sur la question de, je sais pas, l'intersectionnalité ou le supposé progressisme des riches. Bon, il faut quand même dire qu'à l'exclusion, disons, de quelques milliardaires connus pour leur... Enfin, réputés, on va dire, pour leur progressisme ou je sais pas quoi, les riches, les puissants et la haute bourgeoisie est très largement réactionnaire. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez rien qu'en France, ceux qui étudient les Pinson Charlot, par exemple, ce sont des gens qui sont essentiellement racistes, xénophobes, qui adorent l'inégalité, etc. Hein, et homophobes et tout ce que vous voulez. Quand vous lisez, par exemple, ce que les riches pensent des pauvres, là, l'étude dirigée par Serge Pogam sur les beaux quartiers, à la fois indiens, français et brésiliens, je crois. On a affaire à des gens qui sont fondamentalement réactionnaires, racistes, conservateurs, qui défendent les castes en Inde, par exemple, le système des castes, qui sont fondamentalement racistes vraiment au sens vraiment propre du terme. C'est-à-dire que, si je puis dire, c'est qu'ils pensent vraiment les gens qui ne font pas partie de leur groupe racial comme des gens fondamentalement sales, quoi. Donc ça, c'est au Brésil. En France, il y a un petit peu plus de retenue. On a une xénophobie bien gauloise, on va dire, mais c'est essentiellement des groupes qui sont réactionnaires. Hein. C'est des gens qui votent Fillon avant de se demander s'ils vont voter Macron ou soi-disant des centristes progressistes. Quoi. Oui, clairement. Ouais. Nous allons donc directement passer, parce que bon, ça a l'air d'être un peu relou d'être riche, mais au bout d'un moment, c'est peut-être cool. Comme ça, Florent va peut-être nous éclairer, je ne sais pas. Ouais, bah oui, parce qu'au début, Fabrice nous disait que ce qui attire dans la richesse, c'est l'absence de risque. Enfin bon, l'absence de risque, on va dire, allez, la quasi-absence. Mais bon, les histoires façon intouchable, hein, on en fait des films parce que, justement, c'est rare. Et c'est ça qui attire, comme Fabrice l'avait dit, mais quand on dit pas de risque, en fait, ça veut pas forcément dire pas d'imprévu ni de changement. Ce qui attire, c'est pas le fait de stagner, hein, c'est le fait d'avoir une base solide sur laquelle s'appuyer pour s'épanouir. Par exemple, c'est quand même plus facile d'apprendre un instrument ou d'aller visiter des ruines au bout du monde quand on sait que, quoi qu'il arrive, on gardera un certain confort. Ouais. Grave. Et la preuve que ça marche, c'est l'épanouissement de ceux qui sont déjà riches. Par exemple, quand on est au SMIC et passionné de photos, on économise pour se payer un bon appareil, si on peut. La même passion, quand on est dans une grande famille de joailliers, ça devient une source de revenus. On vend des albums de photos de Lyon ou de la Terre vue d'en haut, parce qu'après tout, la montgolfière, c'est cool aussi. Ouais. Ça marche aussi pour les passionnés de Napoléon Ier, qui peuvent se constituer des collections remarquables et impressionner leurs invités dans des dîners clandestins où la bouffe est dégueulasse, et se faire piner parce qu'on a reconnu une de leurs pièces uniques. Parce que je rappelle que c'est quand même comme ça que ce comte Chalençon s'est fait choper, quoi. C'est parce que sur une des vidéos, il y avait une pièce unique au monde qu'il est seul à posséder. Et oui.
Et là, ça coince parce que cet épanouissement, ça va trop loin. Bon, trop loin parce que c'est trop cher déjà. Car les sommes dépensées, ça peut se compter en nombre de familles que ça mettrait à l'abri du besoin. Trop loin parce qu'on le voit avec les dîners clandestins, les lois veulent plus rien dire, ils peuvent se permettre des trucs que personne n'a les moyens d'oser. C'est étouffer le plus rapidement possible. Oui, voilà. Et trop loin parce que ça devient n'importe quoi. Je veux dire, on a vu la bouffe chez Chalençon, quoi. C'était des asperges dans les pommes de mort, enfin, l'espèce de truc pathétique. Non, je ne veux pas avoir en tête ce plat à base de homard et d'asperges. Ce traumatisme. Non. On est cette image imprimée pour jamais dans ma mémoire. Bon, il y a la bouffe et il y a le comportement, de Chalençon, complètement lunaire, immature. Vraiment immature. Je veux dire, c'est pas un adulte, c'est pas une réaction d'adulte qu'il a eue quand il s'est fait pincer. Il a réagi en gamin qui essaie de gagner l'indulgence de ses parents ou de ses profs en les faisant rire. Et même avec pire, de la grosse provoque à 2 balles. Et même pire, il s'est vanté avant. Il s'est vanté, oui, comme un petit caïd pour qui le seul avis qui compte, c'est celui de sa bande. D'où les provocations outrancières, parce que même en passant à la télé, c'est pas aux gens ordinaires qui parlent, c'est aux siens, c'est à sa classe. Quelqu'un comme Chalençon, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense qu'il est sincèrement, et c'est ça, parce que le riche est toujours très premier degré, et le riche est sincère. Il est sincère dans sa naïveté. Il est incapable de parler autrement. Quand bien même le voudrait-il, il ne le peut pas. C'est trop loin, c'est trop... Voilà, il sait pas. Il sait que ça existe, les autres gens. Il le sait. Il est obligé de le savoir. Mais c'est théorique. C'est lunaire, c'est trop loin, c'est martien pour le coup. Vas-y. Et je m'étais justement dit un truc au sujet des riches et aussi des gens qui leur tournent autour d'ailleurs, de ceux qui leur tournent autour d'assez près, et qui fait que mentalement ils sont pas dans le même monde que nous, enfin qu'ils le montrent bien. On va revenir sur l'arrivée des Espagnols au Mexique. Quand Cortés a débarqué à Tenochtitlan, qu'il a découvert la civilisation aztèque, les Espagnols, quand ils ont vu de l'art aztèque, ils ont eu aucun mal à reconnaître que c'était de l'art. C'est une culture qu'ils méprisaient, ils l'ont détruite, ils se sont dit que c'était païen, quand c'était en or, ils ont fondu les trucs. Bref, mais ils n'ont pas eu de doute sur le fait que ce soit de l'art. Je veux dire, il y a rien dans aucune chronique qui indique qu'à un moment, un conquistador s'est retrouvé devant une statue du Aztèque et s'est demandé si c'était de la sculpture ou les rebuts du chantier d'à côté. Oui. Par contre, une expo d'art contemporain, là, on peut se poser la question. Je veux dire, ça, c'est quand même les expos où chaque œuvre est accompagnée d'un discours plus ou moins long, sur une petite étiquette à côté, c'est couvert de texte, et ça permet de faire la différence entre l'interrupteur de la salle d'expo et une œuvre qui va se vendre une 20aine de SMIC. La banane. Ça permet de faire la différence entre les gens. Ça permet de faire la différence entre les gens qui la regardent aussi. Mais ça, Fabrice fera peut-être son point Bourdieu mieux que moi, mais le point pédant, il faut relire Bourdieu. Voilà. Le point relire Bourdieu, mais c'est le truc de distinction, c'est-à-dire que si t'es capable de montrer ton appréciation, quitte à faire semblant devant des trucs comme ça, tu montres que tu fais partie du groupe. Et là, c'est une distinction dont je connais pas de précédent historique, en fait, d'arriver à ce que ce qui soit présenté comme de l'art par les uns ne soit pas reconnaissable comme de l'art par les autres. Même avec des groupes humains qui ont été séparés pendant 10 000 ans depuis la dernière glaciation, comme les Espagnols et les Aztèques. Là, non, ça collait quand même. Ils aimaient pas ce que faisaient les autres, mais ça collait. Et là, non. Si, à la limite, il y a peut-être des trucs comme ça de non-reconnaissance dans les phénomènes de colonisation, mais plus récents. Tu vois, moi, je pense au 19e, tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui, dans leur culture européenne, faisaient pas trop la différence dans ce qu'ils voyaient chez les peuplades africaines qu'ils étaient en train de massacrer allègrement pour chercher des diamants. Tu vois. C'est possible. Ouais, ou tu as le phénomène inversé, c'est-à-dire que si tu visites le quai Branly,
tu t'aperçois que tout un tas d'objets sont exposés dans un musée, donc le musée du Quai Branly, comme étant des œuvres d'art, alors qu'en fait, la plupart des écriteaux et les explications expliquent que en fait, ce n'en sont pas du tout. Et les autochtones seraient très surpris de voir ça, parce qu'eux, ils comprennent le concept d'art, évidemment. Simplement, les objets que nous, on leur a pris pour les exposer ici, sont pas du tout des objets d'art chez eux. C'est un masque, par exemple, tel masque qui a une valeur purement sociale, en fait. C'est pas vraiment du tout une œuvre d'art à regarder. Ce serait comme si on mettait des fringues dans un musée. Bon, il y a des musées de la mode, mais tu vois. Ouais, c'est comparable, ouais. Ça me fait penser, mais même dans les trucs sans aller jusqu'au Quai Branly, dans tous les musées folkloriques, tu vois, étant breton, voilà, les expositions. Alors après, on a développé une théorie en histoire sociale, tout ça, sur pourquoi c'est bien aussi de montrer les objets du quotidien et tout. Mais la mise en scène parfois des costumes traditionnels, des trucs comme ça, il y a un truc chelou. Est-ce que c'est vraiment pour la valeur historique sociale qu'on l'expose, ou c'est aussi un peu en mode réifié, parce que regardez quand même à quel point c'était un ouvrage de ouf, machin. Il y a un truc qui on s'éloigne un peu. Il y a un truc qui est systématiquement traité comme ça d'ailleurs, c'est les armes. Ah ouais. Les armes anciennes, tu vas dans n'importe quel musée, t'as des dagues, des lances, des casse-têtes, tout ce que tu veux. Oui. Les gens qui les ont fabriqués ont jamais pensé à ça comme à des trucs qui allaient être exposés. Alors, ça dépend. Quand c'était des armes ouvragées offertes à des puissants, si. Oui, si. Tu vois, mais parce que symbole de puissance, symbole de je peux payer quelqu'un pour faire une épée qui servira jamais, mais ultra gravée de ouf parce que j'ai plein de thunes et que j'ai le pouvoir, etc. Ouais, mais tout ce qui est saguet, épée, bouclier, comme ça, c'est pas des œuvres d'art. Ouais, mais après ils sont pas exposés en œuvres d'art en général. Ouais, c'est des musées d'histoire plutôt. C'est différent. Puis une différence dans les trucs de folklore breton, c'est que les Bretons n'ont pas été colonisés. Alors ça dépend à qui tu demandes. Je sais. Alors, oui, bon, ça c'est une provocation. Surtout en ce moment, c'est un sujet sensible. Non, alors au moment où je prononçais cette phrase, j'étais en train de réfléchir. Parce qu'il y a eu la loi amendée par Blanquer, amendée par le Conseil constitutionnel qui défonce les écoles en langue régionale, tout ça. Non, mais au moment où je prononçais cette phrase, j'ai réfléchi parce que comme je fréquente les locaux, depuis maintenant 2 ans, je me dis, ça dépend de mon interlocuteur, hein, parce que là, je peux tomber sur des mecs qui vont t'expliquer pendant très longtemps que si. Donc, non, mais bon, c'est un autre sujet, le Jacques. Non, mais moi, je veux pas avoir de problème. Hein. On a abordé la question. Non, mais ça va, c'est les Bretons, c'est pas les Corses. Ça va. On peut parler de l'intersectionnalité, mais on peut pas parler de la Bretagne. Je suis désolé. Non, nous ne sombrons pas dans la provocation envers les Bretons, sinon on risque de le payer. Ouais, mais n'empêche, moi sur le truc des riches qui vivent pas dans le même monde et machin, il y a un documentaire, et ça fait le lien aussi avec ce que disait Philippe sur la méritocratie. Je sais pas si vous l'aviez vu, ce documentaire qui s'appelait Les Bonnes Conditions. C'était un truc, je sais pas, c'est sorti il y a 2 ans, je crois. C'est passé sur la 2, sur Arte, tout ça. Ça suivait des ados de bonne famille du centre de Paris, bien bourges, durant en gros leur lycée et leur lycée, leurs études et leur première recherche d'emploi. Et c'était assez frappant parce que bon, ces jeunes gens avaient l'air tout à fait sympathiques, hein, c'est pas le sujet, mais en gros, tu te rendais compte au fil du truc que quoi qu'ils fassent, quel que soit leur choix de vie, ils étaient voués à réussir parce qu'en fait, ils étaient riches. C'est-à-dire qu'il y en avait qui avaient voulu devenir des trucs qu'on imagine plus spontanément, genre tu vois, chef d'entreprise, consultant, manager, je sais pas quoi de mes couilles, avocat, machin. Évidemment, ils ont réussi. Et puis d'autres on se sont dit, moi je suis un petit peu la hippie de la bande, j'ai des Doc Martens et je fume des joints, je vais faire de la musique. Et donc la meuf elle s'est retrouvée intermittente du spectacle, à jouer dans un groupe de trucs de hippies que beaucoup de hippies écoutaient à une époque. C'est Les Doigts de l'Homme, je crois, ça s'appelle.
Bon, Sauf que la meuf, en vrai, elle avait toujours le pied-à-terre à Paris en cas de pépin qu'elle payait pas. Elle pouvait demander de l'argent quand son groupe ça marchait pas. Ça peut se résumer maintenant par un seul mot, hein, Angèle. Oui, aussi, par exemple. Mais bon, je trouvais ça assez frappant parce qu'en plus, la meuf était vraiment dans un délire. Enfin, tu vois, groupe de ska, chansons, machin, écouter. Enfin, tu vois, le truc que tous les gens qu'on connaît, militants à Dread, écoutent, tu vois, dans l'idée. Bref. Et une autre avait voulu bosser dans l'opéra, et puis ça n'avait pas marché. Elle avait galéré des années, mais pendant tout ce temps-là, bah, en fait, c'est pas grave parce qu'elle avait le filet de sécurité familiale, tu vois, etc., etc. Et je trouvais ça ouf parce que ça montrait très bien comment, alors que en fait, individuellement, ils n'avaient pas complètement conscience de ça au début, en tout cas, et puis ils n'étaient pas dans une stratégie de se dire ah bah comme j'ai le filet de sécurité, je peux me permettre des trucs. Ça leur semblait naturel. Ils avaient même l'impression authentique de galérer des fois, alors qu'en fait, ils étaient dans une sécurité de ouf. Bref, franchement, il faut le voir ce docu parce que je pense que comment dire, si t'as pas envie de lire, de relire Bourdieu ou de juste lire Bourdieu, parce qu'en fait, relire Bourdieu quand même, désolé Fabrice, mais Pierrot, il écrit très mal. C'est illisible. Ouais. C'est intéressant, mais c'est illisible. Il écrit relou, Bourdieu, ouais. Tu te fais la petite heure et demie de ce documentaire qui est en plus assez bien foutu, donc ça se regarde tout seul. Et globalement, t'as à peu près tout. Genre tout. Et en plus, ça t'explique pas mal aussi. Allez, on va se sortir les doigts comment pour un peu. Comment ils pensent. On va le faire. On va le faire sur Facebook. On va mettre les références culturelles sous la vidéo YouTube et sur les Facebook. On va sortir un peu les... On n'arrête pas de le dire depuis le début. Ouais, on va le faire. Ouais. Et puis tu parles, on fait jamais. On est des branleurs, voilà. Bon, allez, maintenant, on prend l'engagement solennel. On va vous rendre au moins cons, les auditeurs. Donc, plus de gauche. C'est notre mission, c'est notre devoir, c'est notre sacerdoce. Et on va vous filer les liens pour que vous vous cultiviez autrement que pour regarder vos séries pourries sur Netflix que vous oubliez une fois que vous les avez finies. Hein, on va faire ça. Non, c'est pas une proposition, c'est ce que vous allez faire. D'accord ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, je suis libre, je sais ce que je veux. Non. Casse les couilles, ça. Donc, ouais, on parlait de fossé culturel et... Parce que c'est quand même de là qu'on est parti à un moment. Bah oui. Ouais, on s'est un peu perdu, mais c'est pas grave. Ouais, mais oui et non, parce que c'est bien à ça que ça sert, les délires de riches, à se mettre à l'écart, en fait. C'est un moyen de cracher leur séparatisme à la gueule du monde entier, en fait. Bah ouais, c'est l'art moderne. Moi, j'avais pensé à ça comme ça, mais l'art n'est pas ma spécialité. C'est décidément pas... Bon, voilà, mais effectivement, j'avoue, comme le vulgus, pecum, certaines perplexités devant des formes. L'expressionnisme abstrait. L'expressionnisme abstrait. Je pense à ça parce que j'avais vu un documentaire sur Netflix, justement, parce que moi je regarde pas des séries sur Netflix, bande de blaireaux, je regarde des documentaires, d'accord ? Oui. Et sur une organisation qui avait vendu des tableaux d'expressionnisme abstrait à des riches new-yorkais, qui étaient des riches new-yorkais, donc new-yorkais est très très riche, et qui leur avait vendu des faux Rothko, des faux... comment s'appelle le mec là, le pointilliste, l'alcoolique qui mettait des coups de pinceau sur sa toile. Merde. Il y en a plein. Ouais, je me souviens plus. Bon, il leur avait vendu des tonnes de trucs comme ça qui étaient des faux, mais des faux très bien faits. En plus, c'était sous-traité, c'était un Chinois qui fabriquait ça, etc., etc. Et les riches achetaient mais un truc genre 20 millions de dollars des toiles d'expressionnisme abstrait. Et alors, l'expressionnisme abstrait, c'est des cubes traversés par des traits. Alors, peut-être, et c'est là peut-être qu'il y a une division de classe, ou une division de goût, ou une division de goût par la classe. Mais alors, moi, j'avoue que... ils adoraient ça. Ils adoraient ça. Hein. C'était un truc... T'as les performances où ça va encore plus loin. Je me souviens d'avoir vu une vidéo d'un gars qui peignait avec... en fait, il peignait à poil en posant la toile par terre et en se mettant le pinceau dans le fion. D'accord. Alors, je peux faire un commentaire sur l'expressionnisme abstrait ?
Oui. Sur la page Wikipédia de l'expressionnisme abstrait, il y a un chapitre financement par la CIA et implications politiques. Je pense que ça donne la réponse à ta question. Sérieusement? Oui. Il y a quelques années, il y a eu un documentaire comme ça qui était passé sur Arte d'ailleurs, et où un ancien directeur de la CIA disait qu'une des opérations les mieux réussies de la CIA, c'était l'introduction de l'art contemporain dans la culture occidentale. Je vous lis le truc de Wikipédia parce que c'est génial. Justement, il parle du docu que tu viens de citer. En 95, d'anciens fonctionnaires américains confirment les rumeurs qui circulent depuis plusieurs années, selon lesquelles les artistes de ce courant ont été financés par l'administration des États-Unis via la CIA, en vue d'en faire une arme idéologique pour le bloc occidental dans le contexte de la guerre froide. Cette stratégie culturelle voyait dans l'expressionnisme abstrait un moyen d'affirmer la créativité, la liberté intellectuelle et le rayonnement artistique des États-Unis, en faisant apparaître par contraste l'art officiel des pays communisme et le réalisme socialiste comme codifié, rigide et fermé. Donc toute la branlette néo-contemporaine de ces trucs de croûte, non seulement c'est moche, non seulement c'est par les riches, mais en plus c'est à cause de la CIA, putain, les bâtards, quoi. Donc le truc continue en disant ça ne signifie pas qu'il s'agissait d'une création pure et simple de la CIA, les artistes ayant pu ignorer d'où provenait l'argent qui les finançait, mais l'ancien agent de Donald Jameson, donc c'est le mec dont tu parlais Flo, indique que si les artistes en question avaient des sympathies pour le communisme ou l'URSS, c'était encore mieux du point de vue de la CIA. Voilà. Et c'est donc, en gros, ils ont intelligent. Sursubventionné le truc pour que ça devienne un courant artistique dominant qui porte des valeurs vides en fait. Oui. Vide, puis Donc en fait, il y a un projet politique derrière, mais les artistes sont pas au courant. C'est génial. Donc ça veut dire c'est ultra entrepreneurial en fait dans la mentalité de l'art contemporain, parce que ce qui fait qu'un monochrome ou une toile même complètement blanche a une valeur d'œuvre d'art contemporain, c'est la signature du type qui l'a faite. Il y en a même un qui s'amuse à couper des bouts de nappes en papier de restaurant, à signer et à vendre ça comme des œuvres. Mais c'est-à-dire que les mecs sont tellement obsédés par le communisme qu'ils prennent n'importe quoi qui vient du communisme et décident de consacrer d'énormes tas de pognon on va faire l'exact contraire. En fait, à financer des gens qui font l'exact contraire parce que c'est leur impulsion, tu vois. Mais du coup, ils en retirent un bénéfice et donc ils continuent, ils deviennent connus, ça devient une proposition dominante sur le marché esthétique mondial, on va dire, et etc. Ouais, c'est ça que... Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'art a toujours été un terrain de lutte politique. Ouais. Oui, mais ça... Toujours. Depuis, je pense, depuis qu'il y a des peintures sur la grotte de Lascaux, si tu veux. À peu près. Ouais. Oui, il y a de bonnes chances. C'est pas ma spécialité, mais je propose qu'on fasse une émission là-dessus. On fera un truc à propos pointu où on se mettra des tonnes de gens à dos en les traitant de suppôts du capital financés par la CIA. C'est ce qu'on fait à toute émission, non ? C'est pas ce qu'on fait à chaque fois. Si, c'est ce qu'on fait à chaque fois, mais ça permettra aussi d'insulter les gens qui jouent du djembé en les accusant d'exploiter les feuilles du prolétariat. On peut les accuser de colonialisme, ceux-là, c'est encore mieux. Et d'appropriation culturelle. Bâtard. Oh, mon Dieu. Donc bon. Ouais. Et ouais, je disais le fait de se mettre à l'écart et de faire une démonstration de séparatisme, c'est aussi parce que avoir une sécurité matérielle dont pratiquement tout le monde est privé, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on le montre. C'est encore mieux quand on le montre parce que c'est un indicateur de statut. Et le meilleur moyen de prouver qu'on a un bon filet de sécurité, c'est de faire les acrobaties les plus tarées possibles. Jusqu'à l'excès, jusqu'à l'hubris. En fait, on revient à l'immaturité de Chalençon de cette façon-là. C'est parce que cette histoire-là de prouver qu'on peut tout se permettre, c'est un comportement d'ado attardé, en fait. Ils testent les limites, ou enfin, dans ce cas-là, plutôt ils testent leur capacité à démolir les limites pour prouver que eux peuvent le faire parce qu'ils sont en sécurité, parce que de toute façon, même si, je sais pas, mettons Jeff Bezos, mettons que par je ne sais quel coup du destin, Jeff Bezos se retrouve ruiné. Ouais. Bon, faut le faire, hein. Perdre $1 trillion, ça demande quand même quelques efforts, mais admettons. Il arrivera à se refaire une vie très confortable uniquement en faisant des conférences où il raconte comment il est passé d'homme le plus riche du monde à mec ruiné.
Non, mais par contre, c'est même pire que ça, parce que Jeff Bezos, actuellement, il peut perdre 99,99% de sa fortune et il sera quand même encore riche. Ouais. Oui, voilà. c'est un moment. Voilà quoi. Bon, après, c'est le cas extrême parce que c'est le mec, il a explosé, il a inauguré aussi une espèce d'explosion de valorisation de la richesse qui était quasi sans précédent. En termes de chiffres, après, parce que bon, en réalité, qu'est-ce que ça représente, je sais pas, mais. En proportion de la. Comment dire ? En proportion de la taille de l'économie mondiale au moment où le mec est vivant et super riche, il y a un empereur du Mali qui peut peut-être lui faire concurrence, mais c'est dur à juger parce que l'économie n'était pas la même à l'époque. Oui, sachant que l'empereur du Mali, ça s'est fini quoi, en 1500 et quelques, non, un truc comme ça. Un truc comme ça, et le mec était tellement riche que quand il a fait le pèlerinage à la Mecque, il a déclenché des crises inflationnistes partout sur son passage. Ouais, d'accord. Bah, c'est un peu le tourisme des riches, mec. Ouais. Le tourisme des riches. Ouais. Voilà. Les 21e arrondissements qu'il y a dans les centres-villes de Rennes ou de Nantes, etc., grâce au TGV. Aussi. Et donc, en fin de compte, ils ont une sécurité, mais pourquoi on l'a pas tous, en fait ? Parce qu'on tourne autour de ça depuis tout à l'heure. Oui. Parce que quand on voit ce que coûte, rien que quand on voit même pas ce que coûte, on va dire, leur confort, ce que coûtent leurs excès. Juste les excès les plus dingues que se permettent les riches, les trucs qui sont limite pathologiques en fait, rien que ça consomme assez de ressources, assez de pognon pour mettre tout le monde à l'abri du besoin. Pas dans le luxe, mais dans un confort raisonnable et stable. Parce que c'est quand même ça du point de vue. On produit déjà assez pour tous bien vivre. Oui. Ouais. Mais c'est là qu'on touche la limite de la définition des riches par rapport à l'argent, du coup. Parce que c'est pas l'argent le problème fondamental. C'est le pouvoir. Bah oui. C'est le pouvoir, parce que leur argent, il vient du pouvoir, pas de leur pouvoir d'exploitation. Oui. Ah, oulala, les gros mots, l'exploitation. Ah oui. Non, oulala, attendez, attends, tout de suite, là, tu vas nous parler d'exploitation, tu vas nous parler de classe antagoniste, tous ces trucs-là. Oulala, oui, tout ça. Oui, et en plus, l'exploitation qui devient surefficace, parce que en bout de chaîne, t'as quand même des gens qui deviennent tarés à force de pouvoir. Ils sont totalement ivres de pouvoir et de richesse, ils se permettent n'importe quoi. Au-delà de la rationalité, quoi. Je veux dire, on parlait de l'art contemporain, on peut parler aussi des chiottes en or, des distributeurs de lingots d'or. Les yachts avec... les yachts dans les yachts, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Oui, non, ça Yachtception. Et à la fin, ils ont même... Au final, et c'est pour ça que je pense que c'est là la limite, c'est que le sujet c'est le pouvoir, c'est que en vrai, ils pourraient garder un niveau de vie comparable si on leur enlevait les 3/4 de ce qu'ils possèdent. En termes de niveau de vie au quotidien, ça ne ferait aucune différence pour eux, ils seraient toujours dans le luxe. Et pourtant, c'est l'outrage ultime que d'essayer de leur prendre un copec, quoi. Dans les années 90, il y avait un milliardaire américain qui avait dit qu'au-delà de, je sais plus quelle somme à l'époque, je crois que c'était 200 millions de dollars, qui avait dit qu'au-delà de 200 millions de dollars, l'argent ne servait plus à rien. Et que tout ce qui était gagné après, et lui était déjà après, ça servait uniquement à... Enfin, qu'en gros, tout ce qui restait comme motivation de passer cette somme, c'était la recherche de pouvoir. Ah oui, et d'ailleurs... Il a été assez loin dans la recherche de pouvoir, vu qu'après, il a passé 4 ans à la Maison-Blanche, mais voilà. Quoi. Bah oui, mais en vrai, c'est encore plus frappant quand tu te remets en tête ce que c'est que l'argent à ce genre d'échelle. La richesse qu'on compte en monétaire des vrais bourgeois qui détiennent des entreprises, qui détiennent des choses comme ça. Au final, c'est pas des euros, c'est pas des billets, c'est pas des comptes en banque, enfin c'est ça, mais c'est que marginalement ça. C'est surtout des actions,
c'est surtout des dettes croisées les uns avec les autres, c'est surtout des droits de vote dans les conseils d'administration de X ou X entreprises qu'ils ont achetés en achetant des actions et des parts dans l'entreprise. C'est des droits politiques exceptionnels qu'ils achètent par leur capacité de pression parce que les emplois que l'entreprise génère, les impôts qu'ils peuvent décider d'arrêter de payer, etc. Au final, à partir de je sais pas combien de millions, c'est pas l'argent qui est l'unité de compte. C'est l'argent devient du pouvoir liquide. Ouais. Et c'est ça en fait qui refuse de perdre en refusant de perdre de l'argent et de contribuer aux choses collectives. C'est pas les sous le fond du problème. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut être vachement clair là-dessus. Et c'est par exemple là-dessus que l'argumentaire d'un mec comme Piketty, mais aussi l'argumentaire des Gilets jaunes, a une grosse limite. C'est que le but n'est pas de rendre les riches pauvres, le but est de leur enlever du pouvoir. Et la confusion entre les deux est ce qui fait que l'argument n'est pas toujours bien entendu. Parce qu'effectivement, ils ont le droit au confort comme tout le monde, mais en fait, ils auraient du confort avec 100 fois moins de pouvoir, ils auraient toujours énormément de confort. C'est pas le sujet. Et là-dedans, je pense que cette histoire d'ivresse du pouvoir et du fait qu'on invisibilise le pouvoir là-dedans, ça explique peut-être aussi pourquoi en fin de compte, comme Fabrice disait au début, pourquoi tant de gens votent à droite alors qu'ils n'ont aucune raison, objectivement. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on montre, ce que montrent les excès des riches, ça donne l'idée que passer un certain niveau de vie, passer avec un certain confort, ça remet... Tout est possible. Tout est possible et ça remet au goût du jour une certaine idée de la décadence, en fait. Alors qu'en réalité, ce qui les rend dingues, et franchement, dans certains cas, je pense qu'on peut dire ouvertement que ça les rend dingues, ce qui les rend dingues, c'est le pouvoir, c'est l'excès de pouvoir, pas le confort. C'est-à-dire que si ce confort, on l'avait, non pas en étant quelques-uns à exploiter tous les autres, mais on l'avait tous parce que plus personne n'exploite personne, il n'y aurait pas ces excès-là. Pas seulement parce qu'on n'en aurait pas les moyens, mais aussi parce qu'on n'en aurait pas le pouvoir. Oui. Ou que d'autres auraient le pouvoir de dire non, là tu vas pas faire ça en fait. Oui, voilà, on aurait toute la société aurait suffisamment de pouvoir pour que quand il y en ait un qui dérive, on lui dise non, arrête tes conneries. Bah oui, mais là aussi intervient tout le problème, tu sais, de la naturalisation, c'est-à-dire que il y a énormément de gens, et du coup pas du tout que des riches, qui disent mais si vous étiez à leur place, vous feriez la même chose, ou alors c'est normal qu'ils deviennent, comment dirais-je, ivres de leur puissance, parce que c'est inscrit dans la nature de l'homme de vouloir dominer, etc. Et en fait, ce que montre par exemple le bouquin des Pinson-Charlot, là, sur ceux qui accèdent du jour au lendemain à la fortune, alors la fortune c'est relatif pour eux, ça va être par exemple 10 millions d'euros, en fait c'est rien par rapport à ce qu'a Bernard Arnault, mais en fait ce qui se passe, c'est que, ce qui montre, c'est que en fait il y a une éducation à la volonté d'exercer du pouvoir sur les autres. Et si on n'a pas reçu cette éducation, cette longue socialisation dont parlait Gwendal à partir du documentaire là, sur les bonnes conditions, si on n'a pas été éduqué à vous rabâcher depuis que vous êtes petit, tu vas être dominant, il faut que tu deviennes un manager, il faut comprendre que... tu es un leader. C'est ça, t'es un leader, les gens doivent t'obéir parce que t'es excellent, tu as des talents qu'ils n'ont pas, etc. En fait, on n'a pas la volonté de l'exercer, quoi. Alors certains ça veut pas dire que des gens ne deviennent pas des salauds en devenant riches ou égoïstes ou je ne sais quoi, mais en fait, on s'aperçoit que les gens qui gagnent, les gagnants au loto, là, ils font une enquête à partir d'une trentaine de témoignages, là, assez représentatifs, mais... les gens issus de conditions modestes et tout ça, ou même intermédiaires, en fait, n'ont pas du tout la volonté de dominer, de créer une grande entreprise pour exploiter. Enfin, ils peuvent vivre en paix. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas reçu cette éducation, justement, à la domination. C'est peut-être là qu'il y a un lien avec... je fais du lien entre les émissions, avec les questions féministes, par exemple. Parce que... aujourd'hui, il y a quand même une frange de riches qui monte, on va dire, à partir des classes moyennes supérieures par les postes de 4 sup, etc. C'est-à-dire que notamment, aujourd'hui, les riches ont des revenus du travail plus qu'avant, paradoxalement, mais avec une explosion des revenus du capital énorme aussi. C'est Branko Milanovic, un économiste qui bosse sur les inégalités, qui a montré ça. Et en fait...
ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de me dire il est possible. Ça, je sais pas s'il y a des données là-dessus, mais ça m'étonnerait pas que les effets de sélection au fil de l'ascension sociale, quand elle est sur une seule vie, quand c'est une personne qui change de catégorie sociale, pas en gagnant au loto, mais là en revanche en étant 4 sup, et puis je sais pas, 4 sup dans une start-up, et avec les actions ça marche, et du coup il devient vraiment riche, comme il y en a eu quand même un certain nombre aux États-Unis. Ça sélectionne des profils qui ont eu cette éducation au pouvoir, déjà. Alors qu'ils n'étaient pas encore riches, mais parce que c'était quand même des familles CSP+, sans être vraiment riches, mais quand même catégorie de cadres, mais des mecs, etc., et qui ont été socialisés au pouvoir. Et ajoutons que c'est typiquement cette classe sociale ou cette fraction des classes bourgeoises ascendantes qui sont porteurs de l'idéologie de la méritocratie. C'est les macronistes. La vieille aristocratie française, par exemple, les grandes familles des grandes dynasties, en fait, en ont rien à foutre de la méritocratie. C'est pas du tout leur valeur. Eux, leur valeur, c'est la naissance et la lignée. Oui. Et y compris, et d'ailleurs, alors, en France en particulier, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays d'Europe, et ça c'est peut-être une différence avec les États-Unis où en gros il n'y avait pas vraiment de noblesse. En France, il y a eu quand même une fusion des restes de la noblesse avec la bourgeoisie naissante au 19e siècle, fusion qui existe encore aujourd'hui. Le nombre de 2 machins parmi les plus grandes fortunes françaises est quand même assez terrible, et pour le coup, c'est des 2 machins qui possèdent tous des entreprises, des machins et tout ça. Enfin, je pense Saint-Gobain, c'est une famille avec des particules. Wendel. Oui, voilà. Bon, c'est un exemple. Hein. Mais il y en a plein, en fait. Il y en a plein de ces exemples-là. Tu regardes l'annuaire à Neuilly ou dans le 16e et tu le vois. Et du coup, il y a aussi ce truc-là, c'est que en France, on a une bourgeoisie qui s'est amalgamée à la fin de la noblesse, au décours de la Révolution française. Et qui, du coup, peut-être que ça explique aussi le fait que ce soit encore plus des héritiers que dans d'autres pays, avec tout un ensemble de lois, de machins, parce qu'on a quand même les lois sur l'héritage les plus cool quasiment du monde. Mais il y a un truc particulier peut-être à la France. Sur ce, messieurs, ce sera le mot de la fin, je pense. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Je remercie le stagiaire de nous avoir éclairé de sa présence. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous avez décidément bien du mérite. Donc, si vous êtes sur YouTube, il y a le petit pouce bleu et la petite cloche que vous mettez comme ça. Et nous vous retrouvons dans une... j'allais dire tous les 15 jours, mais décidément dans une durée aléatoire pour parler de tout ce qui nous passera par la tête, parce que c'est notre émission et on fait ce qu'on veut. Voilà, c'était Zero Dark. Mais ce sera toujours intéressant. Ce sera toujours intéressant. Parce qu'on vous dit que c'est intéressant. On parlera peut-être de fromage un jour. On fera une spéciale fromage. Non, moi je suis pour. Moi je suis partant. Ouais, faisons ça. Bon, allez, merci messieurs, dames, et à bientôt. Salut. Au revoir. Salut.